chers intervenants, chers amis de la Maison Heinrich Heine. Bienvenue à cette table ronde consacrée aux réfugiés en France et en Allemagne et organisée en collaboration avec nos fidèles amis du site Boulevards Extérieurs, Marie-Thérèse Stragiotti et Daniel Vernet. L'afflux de réfugiés, il y a 2 ans en Allemagne, a, de par son caractère massif, appelé brutalement l'attention d'une opinion publique européenne, jusque-là largement indifférente à la question des migrations et au sort des migrants. De façon inattendue, elle a également servi de révélateur aux lignes de fracture qui peuvent exister entre les citoyens de l'Est et de l'Ouest de l'Europe. En Europe de l'Ouest même, la situation n'est pas homogène, même si les différences sont moins criantes qu'avec les pays d'Europe centrale et orientale. Et il nous a paru intéressant de procéder à un état des lieux en Allemagne et en France. Dans ce contexte, je suis heureuse de pouvoir accueillir ce soir 3 personnalités qui sont quotidiennement en prise directe avec la réalité de la gestion de l'afflux des réfugiés et qui pourront nous apporter leurs précieux témoignages. Tout d'abord, M. Damien Carême, maire de Grande-Synthe, près de Calais, confronté à une problématique dont certains aspects ont été magistralement exposés dans les photos que vous avez pu voir en entrant dans la salle sur cet écran. Ces clichés ont été pris à la Grande-Synthe et à la Chapelle de Paris par la photographe Férial, ici présente, que je remercie de nous avoir fourni ces images saisissantes et poignantes. Une exposition spécifique sera consacrée aux photos de Férial autour de ce thème à la Maison Heinrich Heine le mois prochain et le vernissage aura lieu le 23 janvier 2018. Notre deuxième invité est M. Andreas Wolter, maire de Cologne, ville qui a connu les événements de la Saint-Sylvestre 2015. M. Wolter est également membre du comité franco-allemand du Conseil des communes et régions de l'Europe, dont le rôle essentiel en matière d'intégration a été mis en évidence lors du 18e Conseil des ministres franco-allemands en avril 2016. Au cours de ce même Conseil des ministres a également été décidée la création du Conseil franco-allemand de l'intégration qui a vu le jour fin octobre 2017. Notre troisième intervenant est M. Pascal Brice, directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, l'OFPRA, et à ce titre chargé de l'organisation de l'accueil des réfugiés en France. Je rappelle, à l'initiative de la Maison Heinrich Heine, M. Pascal Brice était déjà intervenu à la Cité universitaire sur cette question lors de l'Université de la Paix de 2016 et il avait notamment expliqué comment son office s'était engagé aux côtés des autorités allemandes lors de la crise des réfugiés de l'été 2015. Je le remercie d'avoir pu une nouvelle fois se libérer pour répondre à notre invitation. Il nous a paru intéressant d'ajouter un regard un peu plus extérieur, mais aussi qualifié et engagé sur la question des migrations. Nous sommes heureux que Mme Élise Vincent, journaliste au Monde, spécialisée dans ces questions et auteure de La vague, la France face à la crise migratoire 2014-2017, vous trouvez le livre à l'accueil, à l'entrée de la salle, ait pu nous rejoindre sur ce podium. Merci d'être venue. Notre cinquième invitée, Mme Dominique Versini, ancienne directrice du SAMU social et ancienne secrétaire d'État chargée de la lutte contre la précarité et l'exclusion, qui est actuellement adjointe à la mairie de Paris, responsable des questions de solidarité et d'exclusion, ne peut malheureusement pas être là ce soir en raison de problèmes de santé. Je passe maintenant la parole à Daniel Vernet, qui a bien voulu accepter de conduire le débat, et je l'en remercie. Merci beaucoup. Je ne vais pas ajouter une introduction à celle de Christian Deussen, mais je vais passer tout de suite la parole à Élise Vincent qui, grâce à son travail au Monde au cours des dernières années, parce que je crois que tu as changé de spécialité, et à l'écriture du livre dont Christian Deussen a parlé,
va d'abord faire un petit point sur la situation et ensuite Pascal Brice parlera de l'action de l'Office vis-à-vis des réfugiés avant que l'on compare deux expériences de terrain, je dirais, à Grande-Synthe et à Cologne. Donc, Élise. Bonsoir à tous. Donc effectivement, comme vous le savez peut-être, je suis aujourd'hui plutôt sur les sujets police, justice, voire terrorisme depuis 3 ans, mais j'ai couvert les questions d'immigration pour Le Monde pendant 5 ans, de 2010 à 2015. Et comme tout bon journaliste, j'ai eu un moment envie de vider mes carnets, et je l'ai fait un peu avec retard puisque j'ai été happée par la phase terrorisme, et donc dans un livre qui est paru en avril qui s'appelle La Vague. Alors en même temps, moi je vois pas forcément de séparation complète entre les deux thèmes, et c'est pour ça aussi que j'ai mené un peu les deux de front, c'est-à-dire qu'effectivement aujourd'hui je suis plutôt sur les questions de terrorisme, mais sans faire aucun lien direct entre immigration et terrorisme. Malgré tout, on sait que parmi les gens qui ont envie de passer à l'acte, la plupart sont issus de l'immigration, et que sans rien excuser, je fais partie des gens qui pensent qu'il y a des causes sociales à ce terrorisme, que c'est quelque part parce qu'on a raté quelque chose en termes d'accueil et d'intégration des personnes issues de l'immigration que parfois, quelquefois, pas tout le temps, ça se passe très mal au final. Donc voilà, là je vais revenir en arrière. Et effectivement, on va parler surtout d'accueil et d'intégration de ces réfugiés ou migrants simples ce soir. Et peut-être de ce que j'ai vu surtout dans ce livre et de ce que j'ai pu amener à voir durant l'enquête. Moi, ce qui m'a intéressé ce livre, c'était essayer de comprendre, peut-être pas forcément côté migrant, mais côté décideur, côté institution, côté pouvoir, État, pourquoi parfois on acceptait d'accueillir ou on n'acceptait pas, quels étaient les freins, quelles étaient les barrières, quels étaient les rapports de force, et quand est-ce que parfois les lignes pouvaient bouger ou ne pas bouger. Donc c'est vraiment l'objet du livre, et c'est pour ça que j'ai été amenée à travers ce livre aussi à faire un moment des comparaisons France-Allemagne. J'ai pu voir des gens des deux côtés, et c'est sans doute la raison de mon invitation ce soir. Et voilà, effectivement, il y a un peu deux lignes qui se dessinent, et je pense qu'on le verra ce soir peut-être à travers les différentes interventions. Moi, le livre se concentre surtout sur la période 2010-2017, même 2014-2017, le pic de la crise, si on peut l'appeler comme ça, des migrants. Les choses ont encore évolué depuis, mais on sent quand même voilà, des approches différentes entre France et Allemagne. Et peut-être l'un des points que j'ai trouvé très important, c'était effectivement qu'il y a quand même toujours eu en France l'idée que cette question de l'immigration devait être abordée mezzo voce, voire de façon très discrète, en parlant le moins possible. François Hollande a toujours été très gêné sur cette question. D'ailleurs, il a souvent laissé le leadership sur le plan européen, diplomatique, à Angela Merkel. Et que ces différences d'approche se sont particulièrement vues au moment de cet épisode dont vous avez sans doute tous mémoire, qui est cet épisode du Petit Élan et du fameux discours d'Angela Merkel en septembre 2015, même 31 août exactement 2015, sur le fameux Wir schaffen das, qu'on a résumé parfois par l'expression « welcome ». Et effectivement, je pense que ce genre de discours ne se serait jamais produit en France. François Hollande n'aurait jamais assumé de tels mots, une forme de Yes We Can à l'allemande, en fait, c'était ça. Ce n'était pas son approche, et ce n'était d'ailleurs pas celle non plus de Bernard Cazeneuve au ministère de l'Intérieur. Eux s'en défendaient, expliquaient qu'ils estimaient que leur stratégie était la bonne, qu'il ne fallait pas braquer les Français. Ça s'argumente, mais on en voit aussi les limites. En tout cas, ça, voilà, je pense que c'est un élément à avoir en tête. Il y a aussi quelque chose qui était peut-être important que j'ai pu voir au moment de... Revenons en arrière sur l'épisode de Mare Nostrum, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette grande opération où on avait tout un tas de pays européens qui intervenaient en mer Méditerranée, assez loin au large des côtes, jusqu'à 120 miles au large des côtes, et qui d'un coup ont décidé de réduire la voilure puisqu'ils considéraient qu'il y avait un phénomène d'appel d'air à cause de cette aide qu'on apportait aux migrants. Clairement, à ce moment-là, les négociations vont être très dures entre France et notamment Allemagne, puisque les Français défendent l'idée qu'il faut absolument réduire la voilure, que tant pis s'il y a plus de morts, qu'il faut l'assumer, que c'est une forme de pragmatisme nécessaire. Et les Allemands vont avoir plus de mal à embrayer, puisque notamment il y a quelque chose de très important, dont on ne parle pas souvent, mais Madame Merkel est une fille de pasteur. Et je vais aller plus vite. Non, au contraire.
Ah, plus doucement, la pardon. traduction. Ah, pour la traduction. Je vais aller plus doucement. Vous voulez que je recommence? Moi, j'étais... Et donc, une chose importante à retenir, c'est aussi cet esprit protestant qui marque beaucoup la diplomatie et la politique allemande en général, avec l'idée que quand même, quelque part, à un moment, on doit rendre des comptes devant Dieu. On y croit, on n'y croit pas, mais ça positionne différemment face à ce sujet si cornélien, si humain qu'est l'immigration. Et donc, effectivement, sur ces négociations de Mare Nostrum, l'Allemagne va plutôt freiner, même si à un moment elle va se résoudre à réduire la voilure, ce n'est pas de bon cœur et ce n'est pas de façon très proactive. Pareil, je pense que... alors, en même temps, il ne faut pas non plus... je pense qu'on a trop souvent résumé dans les médias la ligne méchante France, gentille Allemagne, qui accueille 1 million de réfugiés, et la France qui ne fait rien. Les choses sont plus complexes que ça. Et d'ailleurs, on l'a vu plus tard, puisque l'Allemagne a quand même particulièrement retourné sa veste, et notamment en signant, alors c'est pas formellement une signature, mais en tout cas donnant son feu vert pour ce fameux accord euro-turc au printemps 2016, qui est quand même une révolution complète en termes de droit d'asile, qui en fait fait un peu voler en éclats le système qui existe depuis la Seconde Guerre mondiale, en inventant une espèce de notion de pays tiers sûr, qui est vraiment très fragile juridiquement, et on voit d'ailleurs qu'aujourd'hui la France essaye d'embrayer sur ce concept-là. Voilà. Mais en même temps, c'est vrai les deux pays ont eu à gérer et ont à gérer une extrême droite forte, puissante, qui sert toujours un peu de petite vigie dans un coin et a tendance à influencer beaucoup les décisions, pas forcément évidemment toujours dans le bon sens. Et pareil, on voit qu'entre France et Allemagne, la façon de gérer ça n'est pas la même. La France, effectivement, à chaque fois essaye d'être plutôt en retrait, de gérer les choses en coulisses, en faisant le moins de vagues possible, à être toujours à dissuader, à freiner sur l'accueil, alors que l'Allemagne est plus dans une posture offensive, proactive, réquisitionner des gymnases, essayer de penser plus en se projetant plus vers l'avenir, de manière plus prospective, l'intégration des migrants, avec peut-être l'idée de parcours plus intégrés, alors que la France est tout juste en train de vraiment se poser la question, puisque peut-être vous le savez, il y a un parlementaire qui est en train de se pencher sur la question et qui doit rendre des conclusions dans quelques mois. En tout cas, voilà, il y a vraiment deux façons de gérer les choses. Et peut-être pour finir, moi, l'impression que j'ai eue, c'est qu'on a eu un premier cycle qui est passé, de 2014 à début 2017, avec une énorme vague, on peut l'appeler comme ça, crise. Alors évidemment, ça n'a rien à voir par rapport à ce qui a pu se passer dans les pays proches de la Syrie et de l'Irak. On est des proportions moins grandes, mais l'Allemagne a eu à accueillir beaucoup, la France beaucoup moins. Mais ça a été vécu comme une vague, ça a été vécu comme une crise. J'avais en tant que journaliste l'impression que des lignes avaient bougé, qu'elles pouvaient continuer de bouger, et que des leçons avaient peut-être été prises de ce premier cycle. Mais je suis en train de constater, malheureusement, qu'il n'est pas certain qu'elles étaient toutes retenues et que peut-être on est en train de recommencer un peu à zéro. Alors il faudra qu'on voit si côté allemand c'est exactement la même chose, mais côté français, effectivement, l'impression actuelle, c'est que la ligne Macron est quand même très très dure vis-à-vis de l'accueil des étrangers. Je pense que Nicolas Sarkozy, de son temps, aurait pu se féliciter d'un certain nombre de décisions ou de projets. On ne l'a peut-être pas suffisamment souligné, puisqu'effectivement, on a un président qui sait enrober les choses, qui laisse toujours des portes ouvertes. Mais ça mérite d'être observé avec attention et d'être vigilant. Donc il faudra voir comment ça se passe sur l'avenir et comment s'ouvre ce nouveau cycle. Mais je pense que Pascal Brice, notamment, sera en mesure de nous dire comment il voit les choses. Bien, merci beaucoup. Il y a déjà beaucoup de questions qui ont été posées et quelques affirmations, quelques prises de position qui vont sans doute prêter à discussion. Dans la ligne de ce que tu viens de dire,
J'avais noté hier dans un article de, j'oublie toujours de prononcer le nom correctement, Catherine Witold de Wenden, sur le site Telos, un jugement porté sur la politique actuelle qui va dans le même sens. Elle parle d'une approche sécuritaire, dissuasive et répressive. Et donc, c'est la question que je voulais poser à Pascal Brice. Est-ce que vous avez l'impression d'être l'instrument d'une politique répressive, sécuritaire et dissuasive? C'est intéressant comme question. Moi, je ne suis pas sûr, aspect très directement politique mis à part, d'être très éloigné des constats qu'Élise Vincent vient de faire. Il m'arrive souvent de me dire qu'on n'apprend pas grand-chose. C'est probablement dans ces moments-là que mes rares moments de découragement sont les plus puissants, mais ils passent très vite. Surtout quand je retrouve Damien et que je retrouve les moments que nous avons passés ensemble chez toi ou à Calais avec les équipes de l'OFPRA. Moi, je voudrais peut-être prolonger le propos d'Élise et puis répondre à votre question, Monsieur Vernet, parce que je ne vais pas à ma manière. Bien sûr, je suis un diplomate, je suis directeur général de l'OFPRA, donc je vais vous répondre à ma manière, mais je ne vais pas l'esquiver. Je voudrais essayer d'y répondre en poursuivant cette comparaison entre la France et l'Allemagne dans la période que nous venons de connaître, qui est une période quand même très particulière. En tout cas, pour les équipes de l'OFPRA, je peux vous dire que c'est une période très particulière et qui se poursuit. Et au fond, je dirais que quand on regarde la manière dont cela s'est passé, cela semble se passer en Allemagne et en tout cas en France, j'ai à la fois la sensation que nous sommes sur deux planètes différentes, je crois que ça il faut quand même le dire très clairement, et qu'en même temps, en tout cas pour la mission qui est la mienne à la tête de l'OFPRA, je tire des enseignements communs de ce qui s'est passé. Et j'aimerais bien effectivement qu'on puisse tirer les enseignements du passé récent. Bon, je crois d'abord, moi je le dis toujours, parce que je le dois à la modestie de notre action, toujours rappeler que, encore une fois, nous sommes sur deux planètes différentes entre la France et l'Allemagne depuis 4 ou 5 ans. Sur la longue durée, c'est différent, hein, parce qu'on le sait, l'histoire de l'accueil dans nos deux pays a des profils différents. La France, c'est plus dans la durée. L'Allemagne, c'est à des moments de l'histoire de l'Allemagne et du continent européen, de l'environnement du continent, que l'Allemagne fait preuve d'une solidarité absolument extraordinaire et sans commune mesure avec ce que la France fait dans ces moments-là. C'est ce que nous avons vécu depuis 3 ou 4 ans. Donc moi, surtout lorsqu'on m'invite, et je vous en remercie, à faire part de l'action de l'OFPRA, j'ai toujours ce propos d'abord qui est de dire qu'au vu de ce qui a été fait par la société allemande, par le gouvernement allemand, par les collectivités locales en Allemagne, il y a là quelque chose qui est d'une dimension qui est très différente de celle que nous pouvons faire. Si l'on prend quelques chiffres, on le sait, cette année, nous aurons à l'OFPRA accueilli à peu près 100 000 demandeurs d'asile. Je pense que l'Allemagne sera autour de 300 000 à peu près, ce qui fait d'ailleurs que la tendance est au rapprochement. Hein, on retrouve cette tendance historique, mais enfin, on est toujours dans une situation où l'Allemagne accueille beaucoup plus que notre propre pays, et où l'effort qui est consacré à tout point de vue est d'une autre dimension par rapport à ce qui se fait en France. Mais cela n'enlève rien, et Élise Vincent, je crois, le disait à sa manière, et j'adhère tout à fait à cela. D'abord, au fait que nous avons vécu et que nous restons dans une période qui est une période de très forte mobilisation du système de l'asile. Et nous le savons à l'OFPRA, où nous avons mobilisé les équipes, profondément réorganisé l'office depuis 3 ou 4 ans pour être en situation de mieux protéger. Nous protégeons plus que ça n'a jamais été fait dans l'histoire du pays. Ça reste modeste, hein, c'est 40 000 personnes probablement cette année. Mais c'est un record historique en France, en application du droit d'asile, parce que nous allons au bout du droit d'asile, le plus loin possible, le plus loin dans la bienveillance, et je crois que la démonstration en a été faite, mais nous nous arrêtons aux frontières du droit d'asile, parce que nous considérons que nous le devons au droit d'asile et que la question de la politique migratoire, elle reste ouverte. Elle n'est à mes yeux ni inférieure ni supérieure à la question de l'asile, mais elle doit être prise en charge de manière différente. Donc nous sommes dans cette mobilisation-là. Les délais d'instruction ont été réduits de manière très forte en France. Ils étaient pratiquement de 7 à 8 mois, ils seront tout proches de 3 mois en fin d'année. Donc nous sommes vraiment dans cette mobilisation.
tous les acteurs de l'asile sont mobilisés. Damien peut évidemment en parler, les élus, les associations, les services publics qui ont différents types de compétences. Et pourtant, on a encore des gens à la rue. Et on a trop de gens à la rue. Et trop de gens qui ont encore de la difficulté, j'y reviendrai, à accéder à la demande d'asile. Donc, c'est à la fois ce constat de ce que nous sommes sur 2 planètes différentes en termes d'ampleur du phénomène, et à certains égards, je crois qu'il faut dire que la France n'a à aucun moment été au centre de la crise de l'asile européenne. Mais ça n'enlève rien au fait que, d'une part, l'augmentation de la demande d'asile a été importante en France, que la mobilisation des différents acteurs associatifs, publics, élus a été extrêmement forte, et les officiers de protection, les agents de l'OFPRA peuvent en témoigner. Et qu'il y a un décalage, c'est probablement ce qu'Élise visait, je le dis avec mes mots, entre la réalité et la manière dont l'opinion publique et les responsables politiques perçoivent tout cela. Il y a un décalage. Quand on dit 40 000 personnes protégées par l'OFPRA cette année, on se dit qu'on doit pouvoir y arriver. Quand on dit 100 000 demandeurs d'asile, on se dit qu'on peut y arriver. Mais il y a un décalage. D'abord, c'est loin d'être simple, on le sait, et c'est loin d'être simple dans un moment de l'histoire du pays qui est quand même un moment de crispation économique, sociale, et qui fait que la réponse à apporter à tout cela n'est pas évidente et se pose à mes yeux dans des conditions différentes de ce qu'elle peut être chez notre voisin allemand. Donc voilà, ce sont 2 planètes différentes. Je voulais commencer par ce propos-là, qui est un hommage à ce que la société et le gouvernement allemand ont fait depuis ces quelques années, qui n'enlève rien, je l'espère, aux mérites qui peuvent être les nôtres, mais c'est une réalité. Quand je parle de 2 planètes différentes, ce sont aussi des systèmes différents. Et on retrouve là des différences qui sont bien connues dans les systèmes français et allemands. Et notamment, moi, il y a quelque chose que je trouve extrêmement intéressant dans le système allemand de prise en charge des demandeurs d'asile et des réfugiés. Je crois comprendre d'ailleurs que cela suscite l'intérêt du président de la République, il a souvent dit, c'est la territorialisation. Et on sait que dans les réflexions qui sont celles du président sur l'avenir du système de l'asile en France, ça occupe une place importante, et je dois dire que j'adhère beaucoup à cela. Je me souviens de peu de temps après mon arrivée à l'OFPRA m'être rendu aux Pays-Bas, par exemple, où vous avez des systèmes très intégrés qui ressemblent beaucoup à ce qui se fait, monsieur le maire, chez vous, où vous avez sur une base territoriale tous les acteurs qui sont là. Et je dois dire que j'avais trouvé ce système extrêmement séduisant. En France, nous le tentons pour notre part en étant avec des missions de l'OFPRA d'instruction temporaire dans certaines villes françaises. La difficulté, c'est que, je vois le président de France Terre d'Asile qui est là, qui le sait bien, plus de 40% des demandeurs d'asile sont en région parisienne en France. Donc c'est une difficulté qui fait que ce système-là est confronté à des difficultés particulières. J'ajoute une différence qui est à mes yeux très importante et qui n'enlève rien au mérite de l'OFPRA allemande. Nous n'avons pas du tout le même statut. L'OFPRA a une particularité que je retrouve d'ailleurs peu en Europe, ce qui d'ailleurs suscite mon étonnement. L'OFPRA est indépendant. La loi française, depuis 2015, dispose que le directeur général de l'OFPRA, je vous rassure, c'est la seule fois où je parle de moi à la 3e personne du singulier, ne peut recevoir d'instructions de personne. C'est dans la loi. Donc quiconque souhaiterait me donner des instructions, ou si moi-même je m'amusais à en prendre, serait dans l'illégalité. Ce n'est pas du tout le cas de notre homologue allemand. Hein. Notre homologue allemand dépend du ministère de l'Intérieur, et donc on est dans une logique différente. Et je dois dire que je veux insister sur ce point, parce que je crois que nous avons fait la démonstration que l'indépendance de l'autorité de détermination est fondamentale. Pourquoi ? Parce qu'elle repose sur le principe fondamental qui est que seul le droit d'asile est pris en compte. Moi, la politique migratoire, ça m'intéresse, mais ce n'est pas mon métier. Ma question n'est pas la politique migratoire. Ma question n'est pas de savoir s'il y a trop ou pas assez d'étrangers en France. C'est un débat de politique migratoire. Je serais très heureux de participer à titre personnel, mais ce n'est pas mon problème. Je suis diplomate, mais les considérations de nature diplomatique ne m'intéressent plus. Ça n'est plus mon métier. Et ça, à mes yeux, c'est très important, et je pense qu'à l'heure de construire l'Europe de l'asile, c'est tout à fait essentiel. Je viens au 2e point, je suis un peu long. De ces 2 planètes différentes, et c'est vrai qu'Élise rappelait que nous avions eu, nous, le plaisir de faire une toute petite incursion depuis notre planète vers la planète allemande en septembre 2015 à Munich, et je peux vous dire que nous ne sommes pas prêts d'oublier ce que nous avons vécu à ce moment-là. Eh bien, je retire des enseignements communs. Moi, je crois que l'expérience nous montre, et c'est vrai que je pense qu'Élise a raison, ce serait pas mal qu'on puisse en tirer des enseignements,
que 2 ou 3 principes seraient plutôt bienvenus pour réussir l'accueil des réfugiés dans notre pays et en Europe. Le premier, c'est le respect absolu du droit d'asile. Moi, je crois que dès que l'on cherche à biaiser, non seulement on est contraire au principe du droit d'asile, évidemment pour l'OFPRA c'est fondamental, mais en plus, on est dans l'inefficacité. Et je retrouve ce principe-là dans le discours que le président de la République a prononcé à la fin juillet à Orléans, où il nous dit, voilà, faut arrêter de tout mélanger. Il y a l'asile et il y a la politique migratoire. Alors après, lui, il fait des choix de politique migratoire que je n'ai pas à commenter, d'autant moins que ce n'est pas mon métier. Et sur l'asile, il nous dit, c'est 100% asile. Il faut arrêter, c'est l'interprétation de ses propos, mais il a eu aussi des propos très clairs devant les préfets début septembre. Il leur a dit, il faut arrêter de croire que parce que vous laissez les gens devant les préfectures attendre au petit matin sous la pluie, ça va dissuader les autres de venir. Jamais un président de la République française n'avait dit ça à des préfets. Le discours est public, donc on peut le voir. Et donc c'est vraiment une façon de dire, il faut arrêter les logiques dissuasives. Et je réponds à votre question. C'est-à-dire l'idée et que Damien connaît bien, qui est que plus on laisse les gens traîner dans la rue, plus ça va faire en sorte que d'autres ne viendront pas, et d'abord indigne, et en plus totalement contraire à toute réalité. Les gens viennent. Et Damien le sait mieux que quiconque, et on l'a vécu, nous l'avons vécu avec lui. Donc le premier principe, il est le respect absolu du droit d'asile à tout moment et la fin des logiques de dissuasion. Le respect du droit d'asile, c'est aussi à mes yeux, Élise Vincent l'a rappelé, et là c'est aussi une interpellation européenne, comme Élise l'a rappelé également, à l'égard de concepts comme celui de pays tiers sûr. Il est un secret pour personne que l'OFPRA a quelques interrogations à l'égard de ce concept. Lorsque cet accord a été signé en mars 2016, Élise Vincent se rappelle que je n'ai pas souhaité que les officiers de protection de l'OFPRA aillent faire dans les îles grecques ce qui n'est pas l'instruction de la demande d'asile, ce qui était un examen. On disait, vous êtes venu par un pays tiers sûr qui est la Turquie, vous allez y repartir. Non. Ça, nous ne savons pas faire à l'OFPRA. Nous sommes des gens assez simples, assez binaires. Ça ne veut pas dire que le travail d'instruction ne soit pas minutieux et l'objet d'une expertise très particulière, mais c'est oui ou c'est non. C'est oui, vous relevez des critères du droit d'asile, la Convention de Genève, la protection subsidiaire. Non, hélas, vous ne relevez pas du droit d'asile et donc d'une autre politique. Mais un système qui dit oui, vous relevez du droit d'asile, mais vous allez quand même repartir hors des frontières de l'Europe, nous ne savons pas faire. Et donc je pense que là, il y a un questionnement sur ce qui relève de la pleine application du droit d'asile ou ce qui ne relève pas. On pourrait s'interroger aussi sur le système de Dublin, qui est un système qui est supposé organiser l'instruction de la demande d'asile en Europe. Moi, j'ai un propos simple sur Dublin, qui est il faut que ça marche. Il faut que les gens, du point de vue de l'OFPRA, ce qui importe, c'est que la demande d'asile soit instruite quelque part. La difficulté, c'est que ça ne marche pas. Donc soit on le fait marcher, soit le Parlement européen a fait des propositions, on passe à un autre système. 2 derniers principes. Outre le respect absolu du droit, la générosité. Ce n'est pas un principe. Mais c'est quelque chose que je constate en Allemagne, on l'a vu, mais aussi en France. Parce que Damien pourrait en parler mieux que moi, il est élu. Mais enfin, en France, moi je vois bien partout où je me rends dans le pays, et notamment comme je l'ai fait auprès des 10 000 personnes que nous avons convaincues de demander l'asile en France et qui en 2015 et 2016 ont quitté Calais. On voit bien qu'il y a dans l'opinion française, et j'imagine que vous en êtes aussi l'illustration, peut-être avec un biais un peu différent, à la fois des doutes et des interrogations, que moi je comprends. Moi je n'ai pas de jugement moral sur le fait que quand on est chez moi en Loire-Atlantique et qu'on voit arriver 25 jeunes Soudanais d'un coup dans la nuit, au vu des images qui ont été celles de Calais, on se pose des questions. Pourquoi pas? Moi je comprends ça. Ce que je comprends moins, ce sont les instrumentalisations politiques sur cette base. Mais ce que l'on a constaté partout, et je l'ai vu partout, je l'ai vu en Loire-Atlantique, je l'ai vu en Auvergne, je l'ai vu dans les Pyrénées-Orientales, je l'ai vu dans le Pas-de-Calais, partout, l'engagement des élus, et je le dis devant des maires, moi je veux saluer le courage des élus, des maires qui se sont engagés, nombreux, les associations, les travailleurs sociaux, les bénévoles, et à chaque fois les choses se passent extrêmement bien, ces doutes et les interrogations sont très, très souvent levées et rencontrent ce qui existe dans la société française, c'est-à-dire de véritables enthousiasmes à accueillir, qui existent et qui sont souvent déçus. Puis le dernier principe, à mes yeux fondamental, j'y insiste, on a eu l'occasion d'en parler souvent avec Damien, c'est que moi je crois que l'accueil des réfugiés
ou des demandeurs d'asile ne fonctionne que dans l'organisation et la maîtrise. Je crois que l'expérience nous montre que le désordre et que le spectacle du désordre, parce que c'est beaucoup ça. 2015, en Grèce, les arrivées massives et hors de tout contrôle, y compris sur le plan de la menace terroriste. Calais, ces images-là, ces réalités-là desservent la cause de l'accueil des réfugiés. Et je pense encore une fois que les gens à la rue, c'est vraiment ce qui est non seulement le constat d'échec d'une politique, mais c'est aussi ce qui met tout le monde en colère. C'est pratique et c'est plutôt pas mal. C'est-à-dire que quelle que soit l'orientation politique des gens, les gens à la rue, tout le monde déteste. Et donc je pense qu'il y a là des politiques qui doivent être conduites pour, encore une fois, c'est le programme d'Orléans, tel que le président de la République l'a énoncé, mettre en œuvre 100% de droit d'asile et sortir des logiques dissuasives. Je pense que si on peut apprendre ça de la période récente en France et en Allemagne, on aura réussi quelque chose. Bien, merci beaucoup. Je crois qu'il y aurait beaucoup de questions à suivre dans ce que vous avez dit, mais peut-être qu'avant de revenir sur un certain nombre de points, on va donner la parole à Andreas Wolter qui va nous parler de cette autre planète, alors la planète allemande, et peut-être de l'expérience qui a été vécue à Cologne, à la fois d'accueil des réfugiés, cette césure peut-être qu'a été la nuit de la Saint-Sylvestre 2015 et la situation actuelle dans sa ville. Oui, merci beaucoup que j'ai l'opportunité de faire une intervention devant vous, mais j'espère que vous avez tout ces trucs-là, parce que je vais parler en allemand. C'est bon comme ça? Ok. Ich möchte zunächst, weil jetzt so einiges schon gesagt worden ist, einen Blick zurückwerfen. Also erstmal ist Frau Merkel angesprochen worden eben. Es ist, glaube ich, nicht, sie hat nicht gehandelt, weil sie Protestantin ist. Wir haben das immer so einsortiert. So wie sie reagiert hat, hat viel mit ihrem Ostdeutschsein zu tun. Und die Tatsache, dass, können Sie mich verstehen? Okay. Die Tatsache, dass vor 25 Jahren auch Tausende und Zehntausende von Ostdeutschen in Budapest standen und nicht rauskamen. Ich glaube, das hat die Deutschen sehr geprägt, wie im Übrigen auch, dass zwischen 1945 und 1948 etwa 10 Millionen Deutsche als Flüchtlinge und Vertriebene nach Westdeutschland und auch zum Teil in die DDR kamen. Das war also auch ein Trauma der deutschen Gesellschaft, das sehr viel Zeit eingenommen hat, um das zu bewältigen. Und da haben sich auch sehr viele Menschen daran erinnert, dass sie zum Teil auch nicht gut aufgenommen wurden im katholischen Westen. Die ganzen Protestanten, die aus Ostpreußen, Pommern und den deutschen Ostgebieten kamen. Zweiter Punkt ist, es wird immer gesagt, Frau Merkel hat die Flüchtlinge eingeladen oder gerufen. Auch da muss man sagen, die UN hat das Finanzbudget nicht erhöht, trotz der steigenden Flüchtlingszahlen. Es hat zwar keinen direkten Hunger gegeben, aber massive Probleme in den Flüchtlingslagern und dann haben sich die Flüchtlinge auf den Weg gemacht. Und als Frau Merkel die Grenze öffnete, waren schon Hunderttausende über die Ägäis bis nach Griechenland und in den Balkan und auch nach Italien gekommen. Und dritter Punkt nochmal dazu, als Blick zurück, bevor ich dann einsteige, ist, viele Staaten, die beim Zweiten Golfkrieg mitgemacht haben, die haben, als es dann darum ging, die Folgen davon, unter anderem auch die Flüchtlinge, sich darum zu kümmern, dann sich ziemlich schnell aus dem Staub gemacht und sich nicht mehr haben blicken lassen auf der Weltbühne. Das ist der dritte Punkt. Aber zu Köln, da möchte ich ein paar Sätze zu sagen. Köln hat 1 Million Einwohner. Wir sind eine stark wachsende Stadt, wie viele große Städte, und haben dadurch also massive Wohnungsprobleme. Und dann kamen im Jahr 2015 und zu Beginn 2016 alleine nach Köln fast 14.000 Flüchtlinge. Bislang haben wir immer mit 180 Nationen friedlich zusammengelebt. Und dann gab es 2 doch sehr einschneidende Geschehnisse. Das eine war, ein Tag vor der Wahl zur Oberbürgermeisterin wurde
unsere angehende Oberbürgermeisterin von einem Rechtsextremisten aufgrund ihrer flüchtlingsfreundlichen Politik, also lebensgefährlichst niedergestochen, wie auch vier weitere Wahlhelfer, die an einem Stand mit dabei waren. Und das Zweite waren dann die Übergriffe, die sexuellen Übergriffe am Kölner Hauptbahnhof. Da sei vielleicht so viel dazu gesagt, ich gehe da schon seit 15 Jahren nicht mehr hin, weil mir auch ohne Migranten die Stimmung da immer viel zu aggressiv und zu betrunken war. Und es hat da wirklich ein Staatsversagen gegeben. Die Polizei hat die Lage nicht mehr unter Kontrolle gehabt. Das haben Migranten ausgenutzt. Wir wissen auch ungefähr das Profil, wer da war, aufgrund der Ermittlungen der Polizei. Es waren von den 500 ermittelten Personen, waren über 300 aus Marokko und aus Algerien, die größtenteils auch nicht als Flüchtlinge registriert waren, sondern über Spanien, Paris, Brüssel, zum Teil als Diebe nach Köln gekommen waren und die Situation halt angeworfen haben und da andere auch zu ermuntert haben. Von den anderen Bevölkerungsgruppen waren noch als nennenswerte Zahl etwa 30 Iraker. Alles andere war kleiner, 10 und verteilte sich auf Nationen wie auch Franzosen, Belgier, Amerikaner, Schweizer, also da war alles Mögliche dann mit dabei. Die Stadt Köln lebt seit 2000 Jahren mit Flüchtlingen. Die bekannteste Gruppe, die kennen Sie alle, das waren die Hugenotten. Die kamen vor 250 Jahren nach Köln und die haben uns unwahrscheinlich viel Fortschritt gebracht. Und deshalb hat die Stadt Köln schon immer mit Flüchtlingen gelebt, auch wenn sie zuerst mal nicht freundlich empfangen wurden, aber man hat ihnen einen Platz zugewiesen und im Laufe der Jahre haben wir eigentlich immer sehr stark davon profitiert. Das sei vielleicht mal vorweggeschickt und da können auch andere Regionen, zum Beispiel auch Berlin-Brandenburg mit den ganzen Hugenotten, da sind ja noch viel mehr Hugenotten hingegangen zu den Preußen. Und die haben uns das 4711 gebracht, die haben uns den Weinanbau gebracht. Also es sind ganz viele Dinge, die aus Frankreich rübergekommen sind, wo wir heute froh sind, dass wir es haben. So, deshalb ist für uns einfach wichtig, dass wir den Menschen, die flüchten, und das haben wir in den letzten 50 Jahren falsch gemacht bei den Generationen, die zuvor kamen. Vor uns kamen also zum Beispiel die Italiener, die Griechen, die Spanier, später die Türken, die Polen, die als Gastarbeiter zu uns kamen. Da haben wir immer gedacht, die bleiben ein paar Jahre und dann gehen die wieder. Die sind aber geblieben, die meisten sind geblieben und haben noch Frauen nachgeholt und haben Kinder bekommen. Und daraus haben wir den Schluss gezogen, dass wenn jetzt Menschen kommen, egal ob sie jetzt bleiben werden oder nicht, wir werden sie sofort integrieren, unabhängig davon, von der Aussicht, ob sie bleiben können oder nicht. Das war uns erstmal sehr wichtig. Und ja, und ein Punkt ist mir auch immer noch wichtig, dass wir als Stadt Köln also nicht vor der Aufgabe weglaufen. Also wir haben die Flüchtlinge, wir haben die Kosten übernommen. Wir hatten zeitweise, bis dann irgendwann ein Jahr später der Bund mit den Ländern geregelt hat, wie viel Geld die Kommunen bekommen. Wir haben 350 Millionen Euro Kosten gehabt und hatten über 200 Millionen Euro, die gingen aus dem Budget der Stadt Köln. Das haben wir vorgestreckt. Wir wussten nicht, ob wir das wiederbekommen, aber wir haben das getan. Uns war das wichtig, dass die Menschen untergebracht werden, dass sie nicht in Zelten schlafen müssen. Wir haben feste Unterkünfte für die Menschen besorgt und haben dann erstmal geguckt, wie geht es weiter, im Vertrauen darauf, dass die Bundesregierung dann auch entsprechend reagiert. Ich möchte ein paar Sätze sagen zu der Silvesternacht. Die Bestürzung, die war groß in Köln bei der Nacht. Eigentlich noch fast, vor allen Dingen deswegen, weil die Polizei zunächst gesagt hat, in der Nacht ist gar nichts passiert, es war alles wunderbar. Und 3-4 Tage später kam aufgrund der Berichte über die sozialen Netzwerke raus, dass sehr wohl was passiert, weil das auch Leute, die vor Ort waren, auch Leute, die ich kenne, gesagt haben, was steht da in der Zeitung, was habe ich da gesehen? Das stimmt doch völlig nicht überein. Also es gab nicht nur ein Staatsversagen, sondern es gab auch noch einen massiven Vertrauensverlust in den Staat, in die Polizei des Landes, die uns einfach erzählt hat, war nichts, war alles gut. Und es war ganz anders. Und das war schon massiv. Und seitdem hat sich schon viel verändert. Dann denke ich jetzt zuerst mal an die Betroffenen, vor allen Dingen Frauen. Es waren weit über 90% Frauen, die betroffen waren. Auch Männer sind beklaut worden, aber die sexuellen Übergriffe, die richteten sich in der Regel gegen Frauen. Das ist wohl erstmal das Schlimmste, was passiert ist, was wir auch dann aufgearbeitet haben. Seitdem gibt es auch ein
ein Nein heißt Nein. Es hat inzwischen auch ein Gesetz gegeben, die also nochmal die sexuellen Übergriffe gesetzlich verschärft hat. Das Zweite war, dass wir ein neues Sicherheitsgesetz verabschiedet haben, dass wir die Maßnahmen mit der Polizei, die Stadt Köln ist nicht für die Polizei verantwortlich, dass wir das bearbeitet haben. Die sind ein völlig neues Sicherheitskonzept. Übrigens, seitdem sind die Marokkaner und Algerier alle weg. Die haben sich irgendwo anders hingemacht, wissen nicht wohin. Die Kölner sind vorsichtiger geworden, die fragen mehr nach. Wir machen jedes Mal, wenn wir irgendwo ein Flüchtlingsheim errichten, eine Flüchtlingsunterkunft, machen wir eine Bürgerversammlung. Wir laden die Leute ein, da sind ungefähr so viele Leute da, wie jetzt heute Abend hier sind. Es hat damals mehr Fragen gegeben, mehr Nachfragen, aber im Endeffekt haben alle Leute, alle Viertel immer gesagt, okay, wir nehmen die Aufgabe an, wir kümmern uns um die Leute. Das haben Sie auch eben angesprochen, bei uns gibt es eine sehr starke Dezentralisierung. Das heißt, jedes Land, jedes Bundesland, jede Stadt nimmt gleich viel Flüchtlinge. Das sind bei uns 1,2% der Bevölkerung ungefähr. Also wir haben 1,1 Millionen Einwohner, wir haben etwa knapp 14.000 Flüchtlinge zum höchsten Zeitpunkt gehabt. Und das haben wir auch in Köln gemacht. Wir haben gesagt, wir verteilen die Flüchtlinge überall hin. Sie sind in der Innenstadt, sie sind in den Wohnbezirken, sie sind in den reichen Vierteln, sie sind in den armen Vierteln, überall. Das hat dazu geführt, gleiches Recht für alle und gleiche Pflichten für alle. Sie haben eben gesprochen von 2 Planeten. Das sehe ich ein bisschen anders. Das ist schon ein Planet, aber wir haben 2 völlig verschiedene Niveaus. Wir haben jetzt letzte Woche einen Städtekongress gehabt in Köln, einen deutsch-französischen Kongress zum Thema Migration und Flucht. Da war zum Beispiel die Rede davon, dass Lille hat rund 300 Flüchtlinge derzeit unter ihrer Obhut. Bei uns ist halt fast 14.000 und das ist ein massiver Unterschied. Sie müssen sich mal vorstellen, von den 14.000 oder von den 13.500 Flüchtlingen waren 3.500 Kinder. Die Stadt Köln musste innerhalb von wenigen Wochen 165 zusätzliche Schulklassen schaffen. Das haben wir geschafft. Das ging. Manchmal mussten die Leute ein paar Wochen warten, die Kinder, aber in der Regel waren sie binnen Wochenfristen wurden die beschult. Das war eine massive Herausforderung, die wir hatten. Wir hatten etwa in Köln haben wir noch aktuell 60 Willkommensinitiativen, wo mehrere tausend Menschen aktiv sind, die jeden Tag Sprachkurse machen, die sind halt Brückenbauer, die sind Mittler, die bewältigen den Alltag mit den Menschen und das ist eine sehr, sehr intensive Sache und die, glaube ich, auch die deutsche Gesellschaft trotz dieses ganzen Zwistes doch auch sehr, sehr zusammengeschweißt hat. Ne? Also es gab vor allen Dingen die Migranten, die vor 40 Jahren zu uns gekommen sind, die Türken, die Kurden, die Sprache konnten. Die haben sich auf einmal als Deutsche gefühlt, als aufnehmende Gesellschaft. Das hat auch Prozesse ausgelöst, wo auf einmal die Menschen, die wir eigentlich nie so wichtig genommen haben, so als Deutsche, die auf einmal sagen, boah, wir sind hier gefragt und wir können helfen und wir zeigen denen jetzt, wie Deutschland geht, ne, weil das unser Land ist. Ne, diesen Aspekt, den darf man vielleicht an der Sache dann nicht vergessen. Es gibt ja 1000 Beispiele. Zu uns, wir hatten auf einmal, nachdem wir das Thema mit den Übergriffen der Frauen hatten, auf die Frauen, kam Bericht auf, ja, was meint ihr denn, was in den Flüchtlingscamps los ist, in den Flüchtlingsunterkünften, die alleinreisenden Frauen. Auf einmal war das Bedürfnis da und die Erfordernis für alleinreisende Frauen mit und ohne Kinder eigene Unterkünfte herzurichten. Wir haben Unterkünfte gemacht für Schwule. Kam in den Gesprächen raus, dass die Menschen halt die sind geflüchtet aus Syrien und werden auf einmal in den Flüchtlingsunterkünften massiv diskriminiert. Ich weiß von einem Fall, einem Schwulen, dem haben sie die Hälfte der Haare, und zwar die linke Seite, abrasiert mit einem Messer und haben gesagt, so beim nächsten Mal rasieren wir dann nicht nur die zweite Hälfte der Haare ab, sondern auch noch mehr, wenn du hier nicht verschwindest. Also auf einmal gab es solche Dinge. Wir haben Menschen mit Behinderung sind gekommen, für die mussten wir Unterkünfte. Das alles haben wir gemacht. Das hat sehr lange gedauert in der Stadt mit Wohnungsknappheit, ja, fast 1,5 Jahre, bis wir zum Beispiel die Menschen aus den Turnhallen raus hatten. Wir mussten 15% unserer Turnhallen belegen, weil wir gesagt haben, wir muten den Menschen im Winter nicht zu, in Zelten zu leben. Also haben wir feste Unterkünfte für sie geschaffen. Da sind sie jetzt raus. Mittlerweile sind wir so weit, dass wir halbwegs den Leuten vernünftige Quartiere anbieten können, dass also nicht mehr 8 Leute oder wie in Turnhallen 200 Leute in einem Raum schlafen müssen.
Wir haben sofort mit Sprachkursen angefangen. Wir machen Integrationskurse. Das haben wir uns letzte Woche bei dem Kongress auch in Köln alles nochmal angesehen. Auch die Franzosen, weil wir gesagt haben, wir müssen sofort anfangen. Wir müssen in den Schulen, geht es darum, Werte zu vermitteln. Die Kinder, die Menschen, die kommen aus einer patriarchalischen Gesellschaft, das merkt man vor allen Dingen bei den Jungs, aber auch bei den Mädchen. Und da geht es jetzt darum, diese Menschen im Prinzip an die Werte unserer Gesellschaft heranzuführen, dass man eine andere Meinung mit verbal austauscht und nicht mit der Faust. Das sind so Dinge, das ist ein Lernprozess. Und wir haben gesehen, das geht. Wenn man sich darum kümmert, kann man das schaffen. Vielleicht noch eine Sache, weil wir jetzt hier dieses Papier, das ist letztes Jahr im Deutsch-Französischen Ministerrat verabschiedet worden von Frau Kramp-Karrenbauer, Ministerpräsidentin des Saarlandes, und Herrn Ayrault, den Sie ja sicher alle kennen, wo wir uns des Themas mal gemeinsam annehmen. Da geht es zum Beispiel darum, es gibt ja jetzt demnächst einen deutsch-französischen Integrationsrat. Wie können wir diesen mit Leben füllen? Wie können wir voneinander lernen? Wie können wir aber auch unsere Migranten, die Flüchtlinge, die zu uns kommen, dem anderen Land vertraut machen, Europa vertraut machen? Auch da sind Dinge, die können wir durchaus fördern. Eine Sache, das ist eben auch angesprochen worden, ist, warum hat es funktioniert? Weil wir schon, bevor die Flüchtlingswelle kam, als Stadt die Brücke zur Zivilgesellschaft geschlagen haben. Wir haben einen Integrationsrat, einen Rundentisch für Flüchtlingsfragen gegründet, schon vor vielen, vielen Jahren, als damals die Flüchtlinge aus dem Balkan kamen, aus dem Kosovo, und haben gesagt, okay, da müssen wir bestimmte Dinge regeln, wie werden die Leute untergebracht, welche Strukturen haben wir, wie organisieren wir Hilfe zur Selbsthilfe. Alles das war da. Trotzdem hat es uns massiv gefordert und auch überfordert, weil es war schon extrem viel, was da auf einmal ankam. Und damit will ich jetzt erstmal schließen. Am Schluss, ich bin letzte Woche in Abidjan gewesen, an der Elfenbeinküste, und war auf dem Europäisch-Afrikanischen Kongress der Bürgermeister. Da war ich zusammen, habe ich das Forum geleitet für Flüchtlingsfragen, zusammen mit dem Regionalpräsidenten von Agadez in Niger. Da müssen alle Flüchtlinge, die aus Westafrika und Zentralafrika kommen, herlaufen oder fahren, um über Libyen nach Europa zu kommen. Das war eine sehr spannende Debatte. Und ehrlich gesagt, ich habe so das Gefühl, wir sind mit der Migration nicht durch. Vielleicht hat Deutschland die größte Welle erlebt. Aber was mein Gefühl von dem Kongress dort ist, es werden weitere Flüchtlinge kommen. Es gibt keine Globalisierung ohne Migration. Weil wenn wir unsere Produkte verkaufen wollen, möglichst zollfrei und günstig, und da müssen wir auch dann vielleicht mal über Handelsstrukturen reden, über Wirtschaftsweisen, über zwischenstaatliche Verträge. Wie kaufen wir ein und was gestatten wir unseren Unternehmen im sogenannten globalen Süden? Solange der Markt freies Spiel hat, wird es auch weiterhin Migration geben. Klimawandel mal völlig außen vor. Und ich habe ehrlich gesagt so ein bisschen das Gefühl auf dem Kongress, da sprechen fast alle Französisch. Und wenn ich jetzt 2 und 2 zusammenzähle und sich irgendwann, also nicht nur in Mali, das Staatssystem den Menschen um die Ohren fliegt, sondern auch noch in anderen Ländern, dann stelle ich jetzt die Frage an Sie, was meinen Sie wohl, wo die Leute hingehen? Dankeschön. Merci beaucoup. Avant de passer la parole à Damien Carême, je voudrais vous poser une question brève, peut-être avec une réponse rapide, parce que vous avez donné un aperçu extrêmement impressionnant de ce que fait la ville de Cologne pour l'intégration des réfugiés ou des migrants en général. Mais je voudrais vous demander, à part l'incident grave que vous avez mentionné, de l'attaque contre la candidate au poste de maire de Cologne pendant la campagne électorale, est-ce qu'il y a eu à Cologne ou dans les environs des manifestations contre
les réfugiés ou contre les foyers de réfugiés, des incendies, des attaques, comme on en a vu surtout malheureusement dans l'Est de l'Allemagne. Also vielleicht eins mal vorweggeschickt, wir haben die größten Probleme mit Fremdenfeindlichkeit in den Regionen, wo es keine Flüchtlinge gibt. Das ist vor allen Dingen in Ostdeutschland, weil die haben unmittelbar nach dem Nationalsozialismus 1945, da war der Migrantenanteil in ganz Deutschland 0. Es gab keine Ausländer in Deutschland mehr. Und wenn es sie gab, sind sie gegangen, aus gutem Grund. Und dann gab es den Sozialismus, den Kommunismus bis 1989 und wir hatten dort eine nahezu monoethnische Gesellschaft. Und die Probleme sind da am größten, wo es keine Flüchtlinge gibt. Und in Köln, wo wir fast 40% der Bevölkerung sind Migranten, da war der zweitniedrigste Stimmenanteil für die AfD bei der Bundestagswahl, weil wir damit umgehen können. Viele Leute schätzen das, manche finden das jetzt nicht so toll, das gehört zur Wahrheit mit dazu, aber die können da trotzdem irgendwie mit umgehen, auch wenn die jetzt sagen, oh, das stört mich hier so viele Ausländer. Nur eine Sache ist vielleicht auch mal wichtig, was ich so gemerkt habe, weil Sie haben ja auch von den zwei unterschiedlichen Planeten eben gesprochen und gesagt, hier wurde eben gesagt, ja, Immigration wird hier ein bisschen diskreter gehandhabt. Also wenn ich durch Frankreich laufe, habe ich schon immer das Gefühl, hier sind viel mehr Migranten als in Deutschland. Weil sie viele Kolonien bis vor einigen Jahrzehnten hatten. Und gleichwohl wird hier der Begriff Migrant für Menschen, die einen französischen Pass haben, nicht mehr verwendet. In Deutschland ist jeder Migrant, der in der dritten Generation nicht, also der selber oder die Eltern oder die Großeltern nicht in Deutschland geboren wurden und zu dem Zeitpunkt keinen deutschen Pass hatten. Also wir haben schon, das ist schon ausgrenzend. Also der Begriff Deutscher sein, historisch bedingt, ist sehr schwer, das zu werden. Und das unterscheidet uns vielleicht so ein bisschen, wenn Sie sagen, es ist bei uns ein bisschen diskreter. Das hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, weil Sie eine vielleicht auch liberalere Einbürgerungspolitik haben. Gleichwohl gibt es ja das Problem im Land. Ne? Wenn ich zum Beispiel meine Tochter war 2 Jahre in Paris, die hat dann eine Ausbildung gemacht und sie hatte in den 2 Jahren 3 sexuelle Übergriffe. Das ist in Deutschland noch nie passiert. Wir haben uns alles Maghreb, so nach ihrer Auskunft und nach ihrer Erfahrung. Also ich sage mal, Probleme sind hüben wie drüben. Und wichtig ist, dass man sich des Problems annimmt. Übrigens auch des Rechtsradikalismus. Das ist auch ein Punkt, wo ich sage, das muss man klar benennen. Und da keine Angst vor haben, sich nicht wegducken. Ne? Also wenn rechtspopulistische Sprüche gemacht werden, dann stehen alle Parteien im Bundestag wie auch im Stadtrat von Köln, wo wir 3% oder 4% Rechtspopulisten sitzen, aber nicht sehr viele. Aber wenn die den Mund aufmachen und es ist wirklich menschenverachtend, dann steht die Gemeinschaft aller Parteien, und zwar von der CDU bis hin zu den Linken. Und das ist uns, glaube ich, auch sehr wichtig, dass man da gemeinsam eine klare Kante zeigt an dem Punkt. Bien, merci. Dans son exposé, Andreas Wolter a parlé, a insisté, je crois, sur la manière dont la population est associée, a été associée à Cologne à l'accueil des réfugiés. Je pense que c'est un thème qui doit vous parler. Et donc je vous donne la parole pour que vous nous expliquiez la situation à Grande-Synthe et comment vous avez, dans le passé et aujourd'hui, dans une situation qui, semble-t-il, est beaucoup plus difficile, comment vous avez maîtrisé ce sujet.
Bien, merci de votre invitation. Et je suis heureux de retrouver tous les intervenants ici à table parce que je pense que c'est bien complet dans l'approche qui est faite de ce problème, que ce soit en France ou en Allemagne, avec les interrogations qui sont posées. Alors, ce qui s'est passé à Grande-Synthe est un peu particulier puisque on a subi une arrivée massive de réfugiés au moment de la crise syrienne. C'était en été 2015, où il y a grosso modo 2500 réfugiés qui sont emparés d'un terrain dans ma commune, 23 000 habitants. Donc vous voyez le ratio, ce que ça représente par rapport à la population. Et ça s'est déroulé entre août et décembre 2015. Et à ce moment-là, nous, on ne s'attendait pas à ça. On en accueillait entre 20, 50 régulièrement qui étaient là de passage parce que j'ai sur ma commune une station-service sur l'autoroute qui mène à Calais. Et donc, depuis des années, depuis la fermeture de Sangatte, grosso modo, il y a des réfugiés qui dormaient là la journée et qui la nuit embarquaient sur des camions qui les faisaient passer en Grande-Bretagne. Ça se passait bien, les associations prenaient en charge, ce n'était pas un sujet puisqu'on ne les voyait pratiquement pas. Et puis, sauf qu'à un moment, il y en a eu 2500 qui sont arrivés en 5 mois. Et à partir du moment où l'arrivée a été massive, on a interpellé l'État français parce que c'est de sa compétence, pour lui demander d'agir, de faire quelque chose pour ne pas laisser ces gens dans la rue et pour venir soulager le travail des associations et des élus locaux, parce qu'on essayait de répondre à offrir un minimum de dignité à ces personnes-là, mais qu'on était complètement dépassés. Et en France, à cette époque, il faut bien le dire, il n'y avait pas de réponse. Il y a eu l'émergence des centres d'accueil d'orientation à partir de ce moment-là, août-septembre 2015, mais nettement pas suffisamment dimensionné cette mesure par rapport à la demande à laquelle on devait faire face. Donc j'ai interpellé au mois d'août, au mois de septembre, au mois d'octobre, au mois de novembre, ne voyant rien venir et finalement en me laissant seul devant ce problème et ma population face à ce problème-là, on a décidé d'agir avec Médecins sans frontières à l'époque. Donc moi j'ai tout de suite associé à la population. On n'avait pas travaillé, comme vient de le dire Andreas, en anticipation, puisqu'on ne pensait pas être confronté à ce problème d'arrivée massive de réfugiés et de devoir le gérer nous-mêmes. Donc j'ai commencé tout de suite à travailler avec la population pour leur expliquer d'où venaient ces gens, qui ils étaient, ce qu'ils faisaient là, et puis toutes les interpellations que je pouvais faire du ministre de l'Intérieur, c'était Bernard Cazeneuve à l'époque, puis du Premier ministre Manuel Valls à l'époque, puis du président de la République qui me renvoyait vers son ministre de l'Intérieur, et finalement en leur disant que j'avais pas de réponse et que pour aussi protéger ma population devant les inconvénients que ça pouvait créer, puisque c'était pratiquement en centre-ville, et que les riverains étaient quand même gênés du monde que ça pouvait représenter, qui vivaient dans des conditions complètement insalubres, et puis de tout le monde associatif qui est intervenu très vite de tous les pays européens. On avait des Néerlandais, des Belges, des Allemands, des Espagnols, des Italiens, des Suisses qui venaient apporter des vêtements, de la nourriture. Mais comme ce n'était pas organisé, il y a des camions qui se déversaient sur la chaussée à côté des maisons. Donc voilà, c'était l'apocalypse en permanence. Et la situation, surtout climatique, se dégradait. Donc il fallait agir. Donc on a agi et finalement la population a accepté qu'on fasse ça, me le demandait même en disant on ne peut pas laisser ces gens vivre dans ces situations-là. Et donc on a travaillé, on a associé la population à des décisions qui n'étaient pas évidentes à un moment. Alors je reviens sur ce qui était dit et de la peur des politiques, de la peur de l'extrême droite que générerait ce souci. Alors vous n'allez pas la voir de loin, mais je vous la montre comme ça. C'est la carte du département du Nord. Voilà, là, il y a la mer du Nord en haut. Là, il y a la Belgique de ce côté-là. Oh, pardon. C'est autre chose. Hop. Voilà, je la refais. Voilà. Dunkerque est là, Lille est là, et le sud du département, Maubeuge, ici dans le fond. Et vous voyez, la carte est bien noire. Il y a dans le Nord 648 communes, exactement. Il y en a 15 qui sont en rouge. C'est le premier tour des résultats des élections présidentielles de cette année. 15 en rouge, c'est Mélenchon, en tête au premier tour. 31 sont en orange, c'est Macron qui est en tête au premier tour. 74 sont en bleu, c'est Fillon. Et presque noir, 428 communes. Moi, je suis en rouge, là-haut. Le noir, c'est le Front National. Et le noir, c'est le Front... Oui, j'ai pas dit l'extrême... Pardon, le noir, c'est le Front National.
Excusez-moi, oui. Et la mienne, elle est en rouge, là, toute seule. Et à ce moment-là, il y a 1500 réfugiés sur ma commune avec un camp. Voilà, je pense que quand on explique à la population, quand on lui donne les éléments d'information, quand on l'associe à la décision, quand on en parle, c'est ce qui se passe à Cologne. Quand on me dit à la fin de l'intervention 3% de vote extrême alors qu'on accueille 14 000 réfugiés en peu de temps, je pense qu'on a capacité à faire en France. Je fais, comme Pascal le disait tout à l'heure, le Tour de France. On me demande d'aller témoigner comme ce soir dans beaucoup de villes en France. J'étais à Nantes le week-end d'avant, j'étais à Grenoble le week-end dernier. Je vais repartir, je ne sais plus où, la semaine prochaine. Et je me rends compte qu'en fait, beaucoup de Français demandent comment faire pour accueillir. Beaucoup le font d'ailleurs. Parce que devant une inorganisation du gouvernement, c'est des organisations citoyennes qui gèrent l'accueil. Et finalement, il y a plein d'initiatives comme celle-là en France. Et je pense que le monde médiatique, pas bien de taper dessus, mais je le dis tel que je le pense, ne montre pas suffisamment. Le système médiatique, ce n'est pas les journalistes que je mets en cause, c'est le système médiatique. Ne met pas suffisamment en avant les réussites. Il y a pas, je crois qu'il y a à peu près 500 centres d'accueil d'orientation qui ont été ouverts maintenant en France. Je ne crois pas qu'il y en ait un qui est fermé parce que ça se passait mal. À ma connaissance, je n'en connais pas. Il y a eu, parce que ça a été un peu forcé par les préfets à un moment dans les communes, des ouvertures, voilà, un peu forcées. Et l'État avait dit, on fermera après la période hivernale, c'était il y a un an, au 31 décembre, on fermera le centre d'accueil qu'on ouvre. Et finalement, les maires sont allés voir les préfets en disant, non, laissez-le ouvert. Il est en train de se faire des enjeux de solidarité sur le territoire qui sont vachement intéressants. Il y a des choses qui se passent avec la population locale. Et voilà, moi, ici à Paris, je prends l'exemple, c'est plus des réfugiés ou des migrants, peu importe comment on les appelle, mais c'était les SDF dans le 16e quand Anne Hidalgo a annoncé qu'elle allait ouvrir un centre d'accueil pour des SDF dans le 16e. Moi, je me souviens des images à la télé. Dominique Versini n'est pas là, dommage ce soir, mais elle aurait pu nous en parler, où les élus se sont fait vraiment agonir en réunion publique parce qu'on ne mettait pas des SDF dans le 16e, parce que le prix de l'immobilier, parce que l'image du quartier, etc. Et à partir du moment où ça a été ouvert, du jour au lendemain, on n'a plus rien, on n'a plus entendu quoi que ce soit. Aujourd'hui, on me dit que les gens du 16e viennent offrir des vêtements aux SDF qui sont dans le centre qui a ouvert à cet endroit-là. Et c'est comme ça partout en France. Ces enjeux de solidarité, les Français accueillent. Mais il faut en parler différemment que dans le fait divers, comme on a l'habitude de le faire, comme le système médiatique, avec l'information en continu, avec le fait qu'il faille sans arrêt alimenter les sites internet. C'est plus facile d'aller sur un fait divers que sur aller sur une question de fond où on prend du temps, où les journalistes malheureusement n'ont plus le temps dans les rédactions de passer 4, 5, 6 jours à un endroit pour aller voir tout le monde et aller remonter les bonnes informations. Oui, quand j'ai ouvert mon camp, les enfants ont été scolarisés dans les écoles de la ville et il s'est passé des choses extraordinaires entre les enfants de ma commune, les résidents, et les enfants qui étaient de passage, des réfugiés qui étaient de passage. Quand le camp a brûlé en avril dernier, l'inspecteur académique est venu remercier les équipes enseignantes des 3 écoles qui avaient accueilli des enfants. Et j'ai vu les 3 équipes enseignantes pleurer parce qu'ils n'avaient plus ces enfants dans l'école. Parce qu'ils me témoignaient qu'à 5 ans, les enfants les Grands-Saintois interrogeaient qu'est-ce qu'il fait là, pourquoi il ne parle pas comme nous, d'où il vient, c'est quoi son histoire. Et du coup, l'enseignante devait expliquer les choses. Et il y a eu une ouverture d'esprit chez les enfants de ma ville que jamais ils auraient eu si jamais ils n'avaient pas été en contact à un moment avec ces enfants. C'est une richesse incomparable et c'est joué là vraiment des choses assez extraordinaires. Et c'est vrai, ce qui se passait au niveau des enfants, ça se passait aussi au niveau des parents d'élèves qui se racontaient et du coup les solidarités aussi qui s'exerçaient entre les parents d'élèves. Et les côtés merveilleux, c'est que les enfants de ma ville, quand ils ont appris l'histoire de ces enfants, le soir, ils ont pris tous les jouets de leur maison pour aller les ramener aux gamins du camp. Voilà, c'est même chez des enfants de 5 ans. Alors, moi, je partage sans réserve ce qu'a dit Pascal Brice tout à l'heure. Arrêter les politiques dissuasives, ça ne marche pas. C'est comme les frontières, le renforcement des frontières, où on met sans arrêt, on arrive aujourd'hui, je pense, à 13 milliards d'euros par an pour blinder les frontières, et ça continue à arriver, et ça continue à partir en Angleterre. Donc à un moment, il faudra se dire stop, on arrête. Ce que ça fait moi, parce qu'on m'a reproché beaucoup, en faisant un camp, de dire oui, tu favorises les passeurs. Je ne pense pas que ça soit un camp qui favorise les passeurs. Ce qui favorise les passeurs, c'est les frontières. C'est ce qu'on met comme dispositif aux frontières pour arrêter les passages, parce que les gens payent des passeurs pour contourner les dispositifs. Et aujourd'hui, je crois que c'est Claire Rodier, une journaliste qui a fait un petit bouquin qui reprend ces chiffres. 13 milliards d'euros l'Europe dépense par an
pour garder ses frontières. Et du coup, eh ben ça, aux gens qui veulent passer, ça leur coûte aujourd'hui 11 milliards d'euros par an pour bénéficier des services de passeurs, pour contourner ces 13 milliards d'euros de frontières et de garde-frontières que l'on met. Donc les politiques dissuasives ne fonctionnent pas. Bien évidemment, le dublinage ou renvoyer sur les pays sûrs, c'est vraiment une vue de l'esprit. Moi, quand j'ai rencontré le ministre de l'Intérieur, le nouveau, Gérard Collomb, c'était en septembre, fin septembre, franchement, j'ai entendu parler que de répression. J'ai entendu parler que d'accord avec la Libye au mois de septembre. On voit ce que ça donne 5 mois après, ou 4 mois, même pas 5 mois après, 4 mois après, ce qui est un accord avec la Libye. Comme certains journalistes aussi qui me disent, certains gouvernements européens ont payé des réseaux de passeurs, des factions de passeurs en Libye parce qu'elles organisaient les passages. Et ben, elles arrêtent aujourd'hui parce qu'elles reçoivent de l'argent de ces pays-là, mais finalement, ce sont d'autres factions qui se disent ah bah ça rapporte de l'argent de faire du passage et puis d'arrêter de faire du passage. Donc ils ont fait du passage et puis aujourd'hui on les paye eux aussi pour arrêter de faire du passage. Donc c'est une surenchère sans arrêt parce que ça ne fonctionne pas. Donc les pays tiers, jouer avec les pays tiers et renvoyer dans les pays tiers, il n'y a rien de moins sûr. Il faut être généreux et je pense que les Français le sont et on a les capacités à l'être en tout cas. Si aujourd'hui on le vit en France, au moins il est vécu, ou il est médiatisé comme un problème, l'accueil des migrants, c'est parce qu'il n'est pas organisé. Parce que dans nos communes, on ne l'a pas anticipé, on ne l'a pas vraiment... et pourtant, des organismes ont alerté l'État français depuis de nombreuses années sur ce qui allait se passer. Et on n'a pas anticipé ce qui se passe réellement aujourd'hui. Il faut qu'on ouvre nos villes à l'accueil de ces réfugiés, de ces migrants, qu'on ouvre toutes nos villes. Comme ça évitera de peser sur Calais, sur Grande-Synthe, sur Paris, sur quelques-unes des communes, mais qu'on se répartisse l'accueil des réfugiés partout en France. Donc il faut qu'effectivement, on organise cette générosité et cet accueil, parce que ce n'est pas une crise de la migration ou des migrants, c'est une crise de l'accueil qu'on vit actuellement. Ça s'organise. Est-ce qu'il faut le territorialiser ? Oui, parce qu'on a besoin de pouvoir discuter avec les représentants de l'État localement pour voir comment faire, comment le mettre en place, comment l'organiser localement. Mais attention, parce que... il y a des choses qui se passent chez moi, par exemple aujourd'hui avec le préfet du Nord, ça se passe bien. On met en place un dispositif qui monte en charge progressivement et qui va dans le bon sens, je pense. Il y a d'autres départements où ça se passe bien avec les préfets. Par contre, il y a des départements où les préfets sont terriblement fermés sur cet accueil-là et se réfugient derrière les paroles, mais au pied de la lettre, du ministre de l'Intérieur et donc ne font que de la répression. Et c'est là que je me dis qu'il faut quand même garder quelque chose où l'État impulse des choses et pas l'État actuel, parce que moi j'accuse aujourd'hui l'État d'avoir un double discours entre le président de la République qui fait des grandes déclarations sur on doit accueillir, personne ne doit dormir dehors cet hiver, etc., etc. On en est loin aujourd'hui, on est quand même le 6 décembre ou le 5 décembre, je ne sais plus aujourd'hui, mais il y a encore beaucoup de gens qui dorment dehors en France. Je viens de Grenoble, il y a des gens qui dorment dehors. J'étais à Nantes, il y a des gens qui dorment dehors. Et chez moi aujourd'hui, il y a encore des gens qui dorment dehors, même si la situation est en train de s'améliorer. Donc on est loin de ça. Quand je le vois avec le président italien dire « Oh, mais l'Italie, elle souffre déjà, elle en a déjà énormément, et donc il faut que l'Europe agisse pour venir en aide à l'Italie. » Mais que moi, chez moi, j'ai des gens qui sont dublinés vers l'Italie, ça pose pas de problème. Des gens qui sont dublinés vers la Grèce, ça pose pas de problème. Donc voilà, moi c'est vraiment un double discours que j'ai du mal à supporter en tant que politique. Je comprends que Pascal Brice ne puisse pas le dire, mais moi je le dis et je le crie haut et fort, qu'on a un vrai problème de double discours et qu'il faut qu'on arrête avec ça. Il faut que l'État ait un discours, et un seul, pas un du président et un autre du ministre de l'Intérieur, donc un vrai discours, et que ce discours soit mis en application par les préfets et tous les préfets. Et après, ça se passe avec les élus locaux, avec les représentants associatifs, avec les citoyens, parce que je pense que c'est cet ensemble-là qui fonctionne bien et qui fait que les réfugiés, les gens de passage chez nous, ou ceux qui veulent rester d'ailleurs, après l'examen des situations, comme Pascal Brice le soulignait tout à l'heure, ait lieu, mais qu'au moins l'accueil, quand ils arrivent d'Allemagne, quand ils arrivent de partout aujourd'hui. Moi, sur ma commune, ils arrivent vraiment de partout. Il y en a qui arrivent de Norvège, parce qu'effectivement, en Norvège, on aura refusé le droit d'asile, mais qui ne veulent pas repartir chez eux. Donc, ils veulent, quand ils sont chez moi, aller en Angleterre. Et quand ils sont là, on leur parle de l'asile possible en France ou d'examiner leur situation administrative. Et voilà, il faut un certain temps pour les persuader. Et certains continuent à parcourir, à vouloir partir
en Angleterre. Dernière chose, je crois qu'on est un peu dur chez nous, en le disant, c'est le problème de Dublin, ce qu'il me pose à moi, c'est de se dire, non, vous n'irez pas là où vous voulez, on va vous renvoyer à cet endroit-là. Voilà, si vous deviez partir dans un pays parce que vous vouliez aller chercher refuge pour une raison X, Y ou Z, moi, je n'ai pas de compte à rendre devant Dieu, je n'agis pas comme ça, mais avec ma conscience. Et c'est celle-là qui doit nous permettre d'agir derrière. Et si vous deviez partir pour une raison économique, parce que vous ne trouvez pas de boulot dans votre pays et que vous devez nourrir une famille ou quelque chose comme ça, si vous partez pour des raisons économiques, des raisons de terrorisme, des raisons de guerre, peu importe la raison derrière, je ne vois pas pourquoi quelqu'un vous dit c'est là que tu vas aller. C'est dans ce pays-là, tu ne choisis pas, tu pars à cet endroit-là. Pourquoi la personne ne peut pas choisir en raison d'une famille qu'elle a par là, en raison d'une communauté qu'elle a par là, en raison d'une langue qu'elle a appris et qu'elle n'a pas envie de repartir dans une autre langue. Moi, quand j'ai vu des gens sur le camp de Grande-Sainte qui sont allés en Norvège pendant 2 ans, le temps de l'examen de leur situation, qui apprennent le norvégien pour un Irakien et qui finalement revient parce qu'il maîtrise l'anglais, on se dit que c'est un truc... C'est hallucinant ce qu'on demande, ce qu'on impose à ces personnes-là. Donc il faut qu'il y ait une discussion. Alors c'est compliqué l'Europe. C'est compliqué de les mettre d'accord autour de ces problèmes-là, on le voit bien aujourd'hui, mais qu'il y ait au moins quelques pays européens qui puissent initier un certain nombre de choses. Je pense que quand Angela Merkel, quel que soit le bon côté, le mauvais côté des choses, sur au moins l'élan qu'elle a créé, moi j'étais honteux en tant que politique français de Manuel Valls qui est allé donner des discours après à l'Allemagne en disant qu'elle ne devait pas faire ce qu'elle a fait. Moi je ne vois pas le Premier ministre français aller dire ça à la chancelière allemande, c'est quand même quelque chose d'assez... grotesque, pour pas dire pire, de la part de nos élus politiques. Voilà, moi, juste pour terminer dessus, les villes sont accueillantes en France et malgré la difficulté sociale, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais dans ma commune, c'est 25% de chômage, 33% des foyers qui vivent sous le seuil de pauvreté. Donc, on se dit que c'est pas les populations les plus faciles pour accueillir, pour faire encore preuve de solidarité supplémentaire. Mais finalement, ça se passe bien. Je pense qu'on est nombreux en France à vouloir le faire. En tout cas, de plus en plus nombreux à vouloir le faire. J'en témoigne à travers j'ai des témoignages à travers tous les déplacements que je peux faire. Et je suis sûr qu'on arrivera à pousser le gouvernement à faire autrement. Parce que c'est par les villes que vont venir les solutions, je le pense, très rapidement. Bien, merci beaucoup. Je vous propose de faire un autre tour de table avant de donner la parole à la salle, parce que je vais poser en vrac quelques questions auxquelles chacun répondra selon ses inclinations, ça n'a aucune importance. Et je donne ces questions un peu en vrac, mais je rebondis sur ce que vous avez dit à la fin de votre intervention, Damien Carême, c'est que il y a une espèce de gouffre en quelque sorte entre la description que vous faites et toutes les constatations qu'on peut faire aussi par ailleurs sur les élans de générosité qu'on rencontre dans les villes, qu'on rencontre chez les gens, dans les villes, dans les villages, chez les édiles, etc. Et le discours politique à un autre niveau qui, en quelque sorte, va à l'encontre de cet élan de générosité. C'est une contradiction qu'on a du mal à s'expliquer, parce que les raisons politiques qui voudraient qu'il faut effectivement, comme je crois que c'est Élise qui a employé cette expression au début, ne pas braquer les Français, ne semblent pas être tout à fait pertinentes. Ça serait ma première question. Une autre question concerne la distinction entre les réfugiés et les migrants. Est-ce que vraiment cette distinction est pertinente? Est-ce qu'elle est possible? Est-ce qu'elle est opératoire? Ou est-ce qu'en fait, elle masque d'une certaine manière la difficulté aussi à accueillir les réfugiés, malgré ce que Pascal Brice a dit sur le respect absolu du droit d'asile, qui doit être un principe intangible. Notre question, plusieurs d'entre vous ont parlé, je crois, de la fin d'une vague. Est-ce que ça veut dire qu'on a assisté à la fin d'une période et qu'on est dans une nouvelle période qui est différente de celle que l'on a connue jusqu'en 2015-2016, mais que ça ne veut pas dire forcément qu'il y aura moins d'arrivées de réfugiés ou de migrants.
qui passent par d'autres pays. Et là, j'en viens à la question de la Libye, que je crois on ne peut pas éviter. Et est-ce qu'il n'y a pas, chez certains dirigeants politiques, la tentation de faire avec la Libye, de passer avec la Libye le même accord que celui qui a été passé avec la Turquie, évidemment dans des conditions totalement différentes, avec des comparaisons qu'on ne peut pas faire entre l'État turc et l'absence d'État en Libye, ce qui pose aussi la question des pays sûrs, mais pas forcément des pays tiers sûrs, mais des pays sûrs. Et je pense là à toute la discussion qu'il y a en Allemagne sur la possibilité de renvoyer des déboutés du droit d'asile dans certains pays considérés comme sûrs. Alors, est-ce que, par exemple, l'Afghanistan est un pays peut-être considéré comme un pays sûr? Je crois que c'est la décision qui a été prise en Allemagne, alors qu'il y a encore 3000 soldats allemands en Afghanistan pour assurer un semblant de sécurité. Il semble qu'il y ait là aussi une contradiction. Et puis, dernière question, encore une fois, c'est un peu en vrac, mais dernière question, quelque chose que M. Voltaire a dit et sur lequel j'aimerais que vous réagissiez, qui me paraît très, très important, c'est qu'il y a la nécessité, je vous cite peut-être d'une manière un peu approximative, mais c'est ce que j'ai compris dans ce que vous avez dit, il y a la nécessité d'intégrer les arrivants, je ne dirais pas les réfugiés ou les migrants économiques, les nouveaux arrivants, de les intégrer dès leur arrivée, et quelle que soit la perspective qu'ils restent ou qu'ils ne restent pas dans le pays. Voilà, c'est quelques questions que je voulais lancer dans le débat, puis on va peut-être commencer dans un ordre différent. Pascal Brice, par exemple. Ce sont vraiment des questions qui sont au cœur de la réflexion et de l'action des uns et des autres. Je pense que c'est le cas pour nous. Sur ce décalage entre ce gouffre, entre l'élan d'enthousiasme pour l'accueil et puis l'attitude des politiques. C'est vrai qu'il m'arrive souvent, me trouvant auprès des uns et des autres dans notre pays, de trouver les politiques pusillanimes. Ça, c'est vrai, ça m'arrive souvent. Et notamment parce qu'on voit bien, moi, par exemple, une des situations qui m'agace le plus prodigieusement, c'est quand quelqu'un m'appelle, ça peut être un curé, ça peut être un maire, catégorie. Ça peut être un citoyen, une association, un médecin, un psychologue qui m'appelle, qui me dit « Nous, on voudrait accueillir, on n'y arrive pas ». Alors ça, moi, ça me met dans une rage folle. Bon. Ceci étant dit, je pense quand même que pour avancer pour l'accueil des réfugiés, il faut quand même faire preuve de lucidité. Et personne ici à cette table n'en manque. Moi, je considère que nous avons quand même affaire à une société qui marque certains signes de crispation. On peut voir les cartes. Je pense que s'aveugler sur le fait qu'il y a des questions, des interrogations, des doutes, pour une part objective, pour une part relevant d'amalgame, je pense que si on ne voit pas ça, et si on n'avance pas avec une lucidité absolue par rapport à cette réalité sociale-là, on va dans le mur. Moi, je le crois. Je pense, et moi je le vis dans mon action depuis 5 ans, qu'il faut à la fois se défier des logiques de dissuasion, je ne parle même pas des logiques xénophobes, mais je pense aussi que certaines logiques de surenchère posent problème et desservent l'accueil des réfugiés. Donc moi j'atterris toujours sur l'idée, c'est ce que tu décrivais très bien à nouveau Damien, respect du droit, générosité, organisation, maîtrise. Partout dans le pays où les choses ont été organisées, maîtrisées par les uns et les autres, ça s'est très bien passé. Donc moi je mets en garde aussi contre une logique qui est de dire non mais on peut accueillir dans n'importe quelle condition, c'est pas grave, c'est nul, on fait pas assez, oui ça c'est sûr, de toute façon par principe. Mais moi je pense qu'il faut pour avancer être lucide aussi sur les crispations telles qu'elles existent. Et moi je rends hommage aux élus qui sont dans ce travail-là. Et c'est là où les choses avancent. Le deuxième point sur migrants réfugiés. Je suis de ceux qui pensent qu'il existe dans ce pays, mais pas seulement dans ce pays, mais particulièrement dans ce pays, quelque chose de particulier autour de l'accueil de celles et ceux qui fuient les guerres et les persécutions. Alors vous allez me dire, je suis payé pour ça fait 5 ans que je fais ça, avec les officiers de protection. Oui, c'est le syndrome de Stockholm. C'est mon boulot, c'est notre engagement, donc oui. Mais l'analyse est la suivante. Il y a, me semble-t-il, encore dans ce pays, comme ailleurs, mais y compris dans ce pays, encore autour de cela, des formes de consensus social. Il y a quelque chose de particulier.
Et ça s'appelle le droit d'asile. Et il y a des institutions qui ont beaucoup de défauts, mais qui, je pense, en tout cas, ont fait la preuve depuis 4 ou 5 ans pour l'OFPRA, de la volonté d'avancer, de se réformer, de se réorganiser, qui ont encore du boulot, mais qui essayent d'avancer, dont la compétence est de statuer sur les demandes d'asile. L'OFPRA, la CNDR en France. Selon des critères du droit qui sont des critères évolutifs. Nous protégeons à l'OFPRA des homosexuels et des lesbiennes persécutés dans leur pays, des femmes de victimes de mariages forcés, de violences domestiques, ce qui ne se faisait pas il y a 10 ou 15 ans. Le droit est évolutif, mais c'est le droit d'asile. Et je suggère absolument, dans le contexte que je décrivais de crispation, de veiller à arrêter les confusions. Parce que les confusions, moi, je les vois de toutes parts. Hein. Elles existent pour de bonnes et de mauvaises intentions. Et elles produisent, à mes yeux, toujours le même résultat. La confusion, elle alimente la défiance et la mise en cause du droit d'asile. Mais j'ajoute immédiatement que celles et ceux qui ne relèvent pas du droit d'asile, soit qui ne le demandent pas, soit que leur demande ne soit pas acceptée, selon le vocable un peu étrange, et qui relèvent donc de politiques publiques qui sont des politiques migratoires. Ces hommes, ces femmes et ces enfants, je vais vous dire un truc, ça m'est venu aujourd'hui, très personnel. Je me suis rendu compte que dans l'histoire de ma famille, selon cette distinction, mon grand-père aurait été accueilli en France, n'aurait pas été accueilli et ma grand-mère l'aurait été. Ah bah, quand on découvre des choses comme ça et qu'on est dans l'action comme je le suis, on se pose des questions. Mais je maintiens que celles et ceux qui relèvent de la politique migratoire relèvent d'une autre politique publique, d'autres choix, qui ne sont pas supérieurs les uns aux autres. Évidemment, le problème, c'est si on imagine que les choix que l'on fait sur l'un, sur une politique de l'asile, par exemple, permettent de cautionner des choix sur la politique migratoire. Ça, non, il n'y a pas de supériorité de l'un sur l'autre. L'un ne peut pas être instrumentalisé au bénéfice de l'autre. Mais conduire l'un et l'autre de manière absolument distincte, c'est vrai que je considère que c'est tout à fait essentiel à la survie du droit d'asile dans le contexte dans lequel nous vivons. Je m'arrête là parce que je vais être trop long, je reviendrai peut-être après sur les pays tiers sûrs, mais j'ai dit tout le mal que j'en pensais, donc je pense que c'est connu. Okay, dann wechseln wir jetzt mal wieder auf Deutsch. Ich möchte einige Punkte anmerken. Also einmal glaube ich, die Aufnahmekapazität in Deutschland, die war noch lange nicht erschöpft. Wir hatten noch viele Turnhallen leer stehen, wo wir Menschen hätten unterbringen können. Aber die Integrationskapazität, die wir haben, also die Infrastruktur für Schulen, um die Menschen irgendwie zu integrieren, auch das Verständnis der angestammten Bevölkerung in Deutschland, das stieß wirklich dann Anfang 2016 an Grenzen. Und da hatten wir sehr, sehr stark mit zu kämpfen, was vielleicht auch zum Anstieg der Rechtspopulisten, vor allen Dingen in Ostdeutschland, geführt hat. Flüchtlinge und Migranten. Ich glaube, wir müssen uns in Europa, in Frankreich, in Deutschland schleunigst Gedanken über ein Einwanderungsgesetz machen. Weil momentan wird alles über das Asylrecht abgewickelt. Die Menschen kommen zu uns und beanspruchen Asyl. Und Sie haben eben gesagt, es gibt Fälle, das sind Journalisten, das sind Schwule und Lesben, das sind Menschen, die aus politischen Gründen verfolgt werden, die unter Asylrecht fallen. Die meisten, die in Deutschland jetzt sind, die bekommen kein Asylrecht. Die haben subsidiären Schutz, weil sie aus einem Kriegsgebiet kommen. Oder weil sie in die Länder nicht mehr abgeschoben werden können, weil da politische Unruhen sind. Eigentlich müssten die wieder zurück, aber wir wissen, die bleiben, weil wir kriegen die nicht zurück. Und da, glaube ich, brauchen wir ein bisschen Ehrlichkeit in der Debatte und ein bisschen Mut auch bei unseren Politikern, dass sie zum Beispiel auch mit den Staaten, zum Beispiel in Afrika, dann entsprechende Regelungen aushandeln, wie Migration gelenkt werden kann. Das ist, glaube ich, für mich ein wichtiger Punkt. Ich bin letzte Woche von Paris nach Abidjan geflogen. Der Flieger landete in Mali zwischen. Es waren ja in dem Flieger, die letzten beiden Reihen waren frei, kurz bevor es losgehen sollte. Auf einmal ging hinten die Tür auf und es wurde ein gefesselter und völlig verpackter Mensch hineingeführt mit 6 Polizisten
der Mensch sollte abgeschoben werden von Paris nach Mali. Es wurde gesagt, er hat 6,5 Jahre im Gefängnis gesessen, weil er jemand niedergestochen hätte und der muss zurück. Würde ich jetzt nach normalem Dafürhalten sagen, ja, der kommt zurecht wieder zurück in sein Land. Der hat hier sein Aufenthaltsrecht vielleicht verwirkt, weil er schwer kriminell war. Wir haben 2 Stunden auf dem Rollfeld gestanden, weil sich die Menschen in dem Flugzeug derart aufgeregt haben über diese Abschiebung, dass nachher dieses Flugzeug noch von Police Nationale mit voll bewaffnet, mit heruntergezogenem Visier praktisch betreten wurde und die erst einmal für Ruhe sorgen musste, damit das Flugzeug überhaupt irgendwann mal abfliegen konnte. Ich will damit sagen, selbst bei solchen Menschen, wo ich vielleicht sagen würde, ja, er geht vielleicht zu Recht wieder zurück in sein Land, weil er hat hier nichts verloren, sagen die Leute nein. Und ich glaube, Sie können sich vorstellen, was bei uns in Deutschland los ist, wenn Familien abgeschoben werden nach Afghanistan, wo die Kinder in die Kindergärten gehen seit ein paar Jahren, wo einer der Kinder schon eine Ausbildung macht, wo die Menschen schon fast integriert sind. Und deshalb brauchen wir ein Einwanderungsgesetz und wir brauchen vor allen Dingen dann großzügige Regelungen für die Menschen, die sich tatsächlich auch in unserem Land integrieren wollen. Und das heißt nicht, dass sie christlich werden können. Wir haben eine Trennung von Staat und Kirche, sondern mir ist wichtig, was die Leute denken und dass sie unsere europäischen Werte annehmen. Und da gehört vor allen Dingen, das ist eben auch nochmal angesprochen worden, Partizipation dazu. Also nicht nur Integration, ich finde auch Partizipation, weil das ist ein wesentlicher Markenkern, zumindest in Deutschland, wo wir sagen, wir sind ein Land, wo jeder mitmacht. Wir sind ein föderales System. Köln hat schon vor 800 Jahren die Fürstbischöfe und den Adel aus der Stadt getrieben. Wir haben immer unsere Dinge selber als Bürgerschaft geregelt und wir sind es gewohnt mitzusprechen. Das ist für die Politiker manchmal ziemlich anstrengend, aber davon lebt unser System und deshalb schaffen wir das auch mit viel Ehrenamt und mit viel Subsidiarität, die Dinge zu bewältigen. Und das sollten wir in dem Fall dann auch tun. Dankeschön. Merci. Damien Carême. Juste réinsister sur effectivement le gouffre entre entre la générosité et le discours politique. Je pense que les politiques manquent de courage. Je le dis, je l'écris régulièrement. Je l'ai vu moi avec les élus locaux autour de chez moi qui ont été solidaires de l'accueil financièrement. Ils m'ont aidé financièrement à organiser cet accueil, mais qui étaient très contents quand même que ça soit chez moi et pas chez eux, quoi. Parce qu'ils me disaient toujours, t'as vu sur les réseaux sociaux comment tu te fais, comment les gens ils se déchaînent. Ben ouais, mais je m'en fous des réseaux sociaux, quoi. C'est pas les réseaux sociaux qui ont été élus, c'est moi, et avec ce que j'ai envie de mettre en œuvre comme politique derrière. Et je pense qu'en France, quand je disais tout à l'heure, le système médiatique ne nous aide pas quand on veut aider les choses, c'est vrai que comme on ne peut pas se reposer, ils doivent me croire sur ma bonne foi que ça fonctionne, qu'on est capable d'accueillir. Quand je fais la distinction, Pascal, entre les réfugiés, le statut de réfugié et l'accueil, parce que quand ils arrivent, on ne sait pas s'ils peuvent bénéficier de leur statut de demandeur d'asile, enfin le droit d'asile ou non. Donc moi, ce qui m'inquiète, c'est simplement les recevoir dignement. Et après, il y a tout ce processus, toute cette action qui s'engage, même si ça va plus vite qu'avant, effectivement, les délais d'instruction aujourd'hui à l'OFPRA ont été raccourcis, même si c'est 3 mois, pendant 3 mois, enfin, moi là, il pleut, il fait froid, j'accepte pas que les gens vivent dans les bois, quoi, et que le but de l'État un peu partout en France, c'est de les disperser, donc de les chasser, comme ça on les voit moins que quand ils sont 50, 100, ça fait moins parler dans les journaux. Et ça, c'est pas acceptable pour un élu local, c'est pas acceptable pour de nombreux élus locaux. Moi, il y a un maire, j'en parle, le maire d'Arras, par exemple, dans la région, hein, qui est venu il n'y a pas très longtemps chez moi pour se rendre compte de la situation. C'est pas un maire du même bord politique que moi, c'est un maire UDI. Moi, je suis écologiste et il venait voir et il m'a appris, je l'ignorais, que lui, dans sa ville, il accueille 300 familles étrangères, de migrants, dans l'habitat diffus. Il a pris des logements, puis il les a mis. Mais personne n'en parle sur la région, parce que c'est pas un problème. On en parle, c'est du droit commun, ça se passe très bien avec la population, et il me dit qu'il pourrait monter à 500 sans problème, et simplement il ne veut pas en faire de pub, parce que sinon on commence à faire mousser, puis les réseaux extrêmes s'en emparent. Donc voilà, je pense que c'est
c'est vrai, enfin, je constate que cette générosité, elle est très présente en France et que les élus sont trop timorés d'organiser les choses. On met finalement très peu d'argent, même si c'est quelques dizaines de millions, pour organiser cet accueil en France. La distinction réfugiés-migrants, moi, je ne la fais pas. Je sais que derrière, il y a un statut. Réfugiés, c'est les gens qui ont qu'il y a toute une procédure sur le droit d'asile, qui ont un statut. Mais moi, migrant, ça a tellement été galvaudé et pris par l'extrême droite que je ne veux pas utiliser le même vocabulaire. Donc pour moi, je devrais dire des demandeurs de refuge. Ça serait mieux que réfugiés. C'est des gens qui demandent refuge. On leur accorde pas, mais au moins pendant un temps, je pense que ça serait le meilleur terme à employer derrière. Voilà, quand je dis qu'on n'anticipe pas, il y a deux choses quand même il y a l'Europe qui commence à faire un certain nombre de choses. Il y a le pacte d'Amsterdam qui a été adopté, je crois que c'est en avril ou en mai 2016, le pacte d'Amsterdam sur en fait que l'Europe va financer pour les villes durables. Vous savez que c'est une question qui se pose beaucoup en Europe, c'est quelles sont les villes de demain en Europe, comment on les construit sur le plan énergétique, sur le plan de la mobilité, sur le plan de l'architecture. Et bien dessus, sur les 14 items là, qui sont décrits sur les villes durables, donc qui vont bénéficier de financement européen, il y a une ligne qui s'appelle l'accueil des migrants et des réfugiés. Comment on intègre dans les réflexions de nos villes de demain l'accueil des migrants et des réfugiés. Et c'est pareil dans le protocole de Quito, donc le sommet Habitat de l'ONU là, qui s'est tenu fin 2016 en Équateur. Pareil, dans les 192 pays signataires ont signé ce protocole en réservant une ligne dans les villes de demain, parce qu'à l'échelle planétaire, l'explosion des villes face à cet afflux massif dans les villes, il y a 75% de la population qui vivra dans des grandes villes mondiales à la en 2050. Il faut il faut les organiser, ces villes. Et pareil, là aussi, il y a dans nos villes, il faut qu'on réserve des logements pour l'accueil des réfugiés, des migrants dans les villes. C'est donc bien quelque chose qui a été intégré par les États et que maintenant les élus locaux doivent s'emparer pour mettre en œuvre dans chacun de leurs programmes de construction, de quartiers, de villes qui arrivent en France. Donc je pense que voilà, il y a des choses qui avancent, mais on ne met pas assez l'accent dessus et on ne met pas assez en avant dans les choses positives qui nous préparent à un avenir, parce que demain, effectivement, ceux qui arriveront avec le climat, on discutait avant ça, le Niger par exemple, qui accueille beaucoup de gens qui arrivent d'Afrique subsaharienne, commence à avoir des problèmes avec l'avancée du désert, donc la terre là-bas d'accueil se rétrécit, et qu'il faudra bien qu'on s'en occupe aussi et qu'on apporte notre pierre à l'édifice, très rapidement d'ailleurs, d'ici 30 ans, ça va aller vite. Si, avant de passer la parole à la salle, Élise Vincent, en tant que représentante du système médiatique. J'allais démarrer par ça. Oui, j'allais démarrer par ça, puisque je ne voulais pas me laisser injustement attaquer, mais quand même si. Je dois admettre qu'il y a une forme de vérité. Il y a effectivement un sujet sur la façon dont on raconte ce sujet de la migration. Mais je pense que tous mes confrères en ont conscience, que c'est plutôt un problème de système plus que d'individus, qu'on essaye chacun à notre niveau de faire comme on peut, mais que ce n'est pas toujours simple, qu'on a des contingences parfois compliquées, et qu'il faut nécessairement très vite rapprocher, diminuer ce gouffre entre le réel et ce qu'on en raconte. Ça passera par différentes façons, mais ça passe à la fois par mieux raconter, je pense, les élans de générosité, mais aussi, je pense, mieux raconter quand ça ne va pas. Et on a tendance parfois, nous, journalistes, à ne pas oser en parler, alors qu'on pourrait très simplement le poser. Juste dire là, ça ne va pas, mais on va trouver une solution, parce qu'en fait, on est entre gens intelligents. Et ça, c'est possible, mais ça se joue sur le temps du reportage, ça se joue sur un titre, ça se joue sur une finesse d'écriture, et ça, il faut avoir le temps de le faire. Donc ça, c'est le premier point. Sur la notion réfugié-migrant, alors les spécialistes ont parlé, mais malgré tout, en tant que journaliste, j'avais aussi un petit avis, et je pense que effectivement, la notion de réfugié, c'est quelque chose auquel il ne faut pas toucher. Elle est très importante, l'asile, c'est très important, mais aujourd'hui, clairement, l'État français, mais comme tous les États européens, n'ont pas de réponse sur les autres migrants. On n'a globalement pas grand-chose à leur proposer, si ce n'est des années de clandestinité dans des statuts précaires, et avec l'éventualité d'être régularisés. Ils sont d'ailleurs souvent régularisés, puisque quand on regarde le chiffre des éloignements, ne serait-ce qu'en France, ça reste des moments difficiles dans des centres de rétention qu'on peut dénoncer sur tout plein de points, mais c'est 12 500 personnes l'année dernière. Donc sur 228 000 entrées légales, on n'est pas sur des gros chiffres. Donc ce système-là,
Ça veut dire qu'il y a tout plein de gens qui arrivent, mais qui n'ont pas de solution et qui vont finir par être régularisés, bon an, mal an, et pendant ce temps-là, n'ont pas accès à de la formation, n'ont pas accès, ne sont pas pris en charge par les systèmes peut-être d'intégration pour l'emploi. Les réseaux diasporiques sont peu activés ou seulement sous forme de bricolage. Et il y a vraiment des choses à penser de ce point de vue-là. Sinon, sur le fait, peut-être, et je finirai par là, vous me demandiez si c'était la fin d'une vague et le début d'une nouvelle période. Oui, je le pense, enfin, ne serait-ce que par les chiffres, puisque vous avez bien vu que effectivement, l'accord Euroturc a complètement fermé la porte côté Turquie, que la Libye, aujourd'hui, les chiffres se sont effondrés. Ça n'empêche pas qu'il y a toujours des morts en Méditerranée. Donc on peut critiquer ces accords, mais en tout cas, on est sur un autre épisode. En même temps, on voit que les choses se déportent. C'est-à-dire ce qu'on a pensé résoudre à un endroit, ça se reporte sur l'Espagne, ça se reporte sur Ceuta, sur Melilla. Et puis, il y a toujours eu et il continuera d'avoir, et on n'a pas de réponse pour ces gens-là, c'est des gens qui continuent de venir, ne serait-ce qu'avec de simples visas tourisme, et qui restent 3 mois, et puis ensuite dépassent les 3 mois légaux et restent en France, qui viennent avec des faux papiers, avec ce qu'on appelle des systèmes de look-alike, c'est-à-dire avec des photos qui ressemblent à la leur et qui passent les frontières comme ça. Et ces gens-là sont assez nombreux, on ne sait pas les compter, mais ces gens-là constituent une partie du socle de, j'aime pas les appeler comme ça, mais de sans-papiers ou de clandestins, pareil, on peut critiquer le mot, qui fait la mal-intégration. Ils y participent, et c'est vraiment notre sujet aujourd'hui, je pense, et c'est ce qui devrait préoccuper en priorité, puisqu'on l'a dit, et beaucoup d'études le montrent, et le cycle passé, la vague passée le montre, axé sur la dissuasion, les chances de réussite, si on peut parler comme ça, sont assez faibles et assez maigres. Voilà. Alors maintenant, si vous avez des questions, on peut prendre 3-4 questions, je pense. On a le temps, Christiane, pour 3-4 questions. Il y a un micro là, monsieur, qui est à côté de vous. On va commencer. On va prendre 3 questions et on en prendra d'autres après. Ich habe zunächst eine Frage an Herrn Wolter. Sie haben vom 17. Jahrhundert gesprochen und von der Flüchtlingswelle 45 bis 48. Was war mit den großen Migrationen der 50er Jahre, der 60er Jahre, der 70er Jahre? Was haben Sie aus der ersten großen Flüchtlingswelle von 1975 folgende aus Pakistan, Indien und Bangladesch gelernt? Was haben Sie an Integrationsarbeit abgerufen in Ihren Archiven und Ähnliches? Das war die Frage für Herrn Wolter. Für das gesamte Panel, vor allen Dingen auch inklusive Monsieur Daniel Vernet, que je connais depuis 40 ans, et donc qui a connu cette vague d'immigration en Allemagne des années 70, c'est-à-dire quand moi je suis ex-diplomate allemand. Quand je me suis occupé la première fois des questions de migration, c'était en 1973, dans la commission pour les affaires de développement, où on a parlé de la demande de la Turquie d'association et d'entrée dans le marché commun, et où M. Matteufa a soulevé la question de l'immigration et qu'est-ce que ça va donner. C'était juste au moment où on a stoppé les accords des Gastarbeiter. Simplement en 1975, j'étais au Pakistan, et là, c'était vraiment la grosse vague, parce que des années après, j'étais ici à Paris, et j'ai dû accompagner les ministres de l'Intérieur, les secrétaires d'État et autres chez M. Pasqua et suivants. Et chaque fois, dans les années 90, on a parlé burden sharing. Et M. Pasqua et M. Jean-Louis Depré et M. Chevènement se sont toujours bouché les oreilles lorsque les Allemands ont posé la question burden sharing. Parce que, bien sûr, c'était pas... La France ne voulait pas voir qu'il y avait différentes vagues en Allemagne auparavant, et surtout de distribuer les choses. Et c'était avant Dublin. Est-ce que quelqu'un de vous sur le panel est allé avant Dublin à Trapani, au sud de l'Italie, à Pirée, en Pirée, ou à Bari ou Brindisi, pour voir l'arrivée des réfugiés du Moyen-Orient
qui venaient comme ça et qui passaient normalement, et ensuite, à travers chaînes, à travers toutes sortes de voies, ils ont allé directement sur l'Allemagne et sur la France. Donc, si on commence à pleurer sur l'Italie avec les problèmes actuels, moi je suis allé à Trapani et j'ai vu que des ferryboats entiers arrivaient avec des Tunisiens et autres, etc. Et les Italiens étaient déjà là pour organiser leur transport vers le reste de l'Europe. Donc il faut voir ça. Il y avait un monde avant Dublin, et on était sur la même planète. Quand moi j'ai négocié avec M. Pasqua, c'était Paris, Place Beauvau, et pas quelque part ailleurs. D'accord, je crois qu'on a bien compris votre question. Là, monsieur au milieu, là, puis troisième sur le bord, là. Oui, bonjour monsieur Ambeloui. Donc un peu de contestation, d'un regard différent. Au niveau de monsieur Brice, vous n'avez pas donné le chiffre au niveau des déboutés de droit d'asile. Quel est le chiffre et combien de déboutés sont reconduits à la frontière? Deuxième question, qu'est-ce qui se passerait si en Algérie, avec le décès de M. Bouteflika qui va arriver un jour, l'armée reprenait le pouvoir, il y a 41 millions d'habitants en Algérie, si 500 000 Algériens venaient des réfugiés politiques en France, est-ce que la France pourrait accueillir 500 000 réfugiés? Pour M. Voltaire, je voulais savoir, donc, Mme Merkel a quand même perdu 1 million de voix CDU. Donc, qu'est-ce qui serait passé si elle avait continué dans sa politique? Combien de voix aurait-elle perdu? Et je voulais savoir, au niveau du regroupement familial, vous avez pris 1 million de personnes. Combien de millions avez-vous prévu en regroupement familial? Entre 2 et 4 millions. Et quel est le coût? Et pour les Français, les deux intervenants français, je vais vite. En fait, M. Carême a l'air de dire que tout ça, c'est gratuit. En fait, il n'y a aucun chiffre de budget. Je rappelle que la France a 2240 milliards de dettes. Aucun économiste ne sait comment même revenir au pacte à 70%. Je prends l'exemple des mineurs étrangers isolés. Ça coûte au département 60 000 euros par mineur. Donc les départements disent que ça double quasiment tous les 2 ans. Et la Vienne, la Mayenne sont atteints, des départements ruraux, et les chefs de département disent qu'on ne pourra pas gérer ce phénomène. Entendu. Alors on a compris que c'était sur le coût de l'immigration, notamment des mineurs. Alors... Merci. Je représente une association, France Terre d'Asile, qui travaille en France, mais qui cherche aussi des associations complices, je dirais, dans d'autres pays européens, l'Allemagne en particulier. Et la question que je voulais poser à ceux qui l'ont abordé, M. Anton Voltaire en particulier, c'est de savoir si vous pensez qu'on peut voir la possibilité ou la perspective d'un rapprochement entre nos deux pays, entre la France et l'Allemagne, sur ces questions, aussi bien les questions de l'intégration, vous avez parlé du tout nouveau Conseil de l'intégration, que toutes les autres questions qui ont été évoquées, l'accueil des réfugiés, l'accueil des migrants, ce qu'on fait en Afrique. Est-ce que vous voyez cette possibilité pour les politiques, bien sûr, qui se retrouvent à Bruxelles au Conseil des ministres, mais aussi les associations, aussi les pratiques, les élus locaux, les pratiques sur le terrain? Merci. Oui. Très bien. Oui. Bonsoir, désolé. Effectivement, la question du coût de l'immigration, tout le monde se la pose, il faut y répondre, il ne faut pas l'éluder. Il y a 2 niveaux de réponse. Les études qui existent aujourd'hui considèrent que, certes, l'immigration a un coût, mais que c'est compensé par plein d'autres choses, et que dans tous les pays européens, toutes les études qui ont pu être faites arrivent globalement à un effet plus ou moins neutre, plus ou moins positif, plus ou moins négatif, mais on n'arrive pas à trancher de manière limpide. Donc après, oui, au niveau des départements, aujourd'hui, les mineurs isolés ont un coût. La politique d'accueil a un coût. Et effectivement, je pense que les politiques aujourd'hui ont trop tendance à vouloir cacher ce coût immédiat. Voilà. Pour autant, vous pouvez vous poser la question dans tous les sens du coût. Même si ça coûtait cher, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas comment empêcher cette migration. Et la preuve, toutes ces politiques de dissuasion menées depuis
des années, pour l'instant, ne fonctionne pas. Donc du coup, on peut se la poser, c'est important de maîtriser, de contrôler, de ne pas faire n'importe comment, mais vous n'arriverez pas à la trancher. C'est-à-dire en vous disant ça coûte cher, donc on n'accueille pas, vous ne résolverez pas pour autant le problème. Mais effectivement, aujourd'hui, par exemple, sur le cas des mineurs isolés, c'est un sujet et il va falloir que l'État, à un moment, trouve des réserves quelque part, puisque ça pèse sur les budgets, par exemple. Bien, peut-être Pascal Brice sur les déboutés, enfin, ce qu'on appelle les déboutés du droit d'asile, les reconductions à la frontière. Est-ce que vous avez des... Un terrain qui n'est pas le mien, hein. Je vous l'ai dit, par principe, moi je tiens absolument à la dissociation. Donc le travail de l'OFPRA et de la CNDA, c'est de veiller à ce que toute personne ayant un besoin de protection, parce qu'il y a un principe fondamental, hein, pour répondre à votre deuxième question, qui est que toute personne étant sur le territoire de la République a le droit de demander l'asile. C'est dans la Constitution française. Voilà. Alors, comme la réalité internationale actuelle suffit à nous occuper, je me garderai bien de faire des prévisions sur tel ou tel pays, hein. Le principe, il est celui-là. La vocation de l'OFPRA, son obligation, c'est de tout faire pour protéger les personnes qui relèvent du droit d'asile. Le taux de protection est à l'heure actuelle de 40%. Hein. 40%, 60% de personnes se voient opposer un rejet. Et ensuite, les personnes dont le rejet de la demande d'asile est confirmé par le juge font l'objet des décisions du préfet. Et là, on tombe sur la politique migratoire, dont je confirme effectivement qu'elle mérite un débat en tant que tel. Mais vraiment, je pense que, si vous voulez, dans ces deux catégories-là, de politique publique, mais derrière les politiques publiques et les chiffres, il y a des hommes, des femmes, des enfants, il y a des acteurs de tous ordres, associatifs, publics. Il y a d'abord la politique de l'asile et il y a encore du travail, hein. C'est-à-dire que lorsque Damien disait mais moi, il y a des gens qui sont réfugiés, mais enfin, quand ils arrivent, il faut que je les héberge, mais oui, c'est le premier acte. Toute personne demandant l'asile doit pouvoir être hébergée. Et même avant cela, on l'a vécu à Calais pendant 2 ans et à Grande-Synthe, informer les personnes de leur droit à demander l'asile. Hébergement immédiat. Instruction de la demande d'asile dans des délais rapides et adaptés à la situation des personnes. Intégration, et là, l'Allemagne nous offre un bel exemple, politique d'intégration de celles et ceux qui relèvent du droit d'asile. Et puis, la situation des déboutés relève de choix de politique migratoire. Voilà. Ça, ce n'est plus le rôle de l'OFPRA, ce sont des choix de politique migratoire. Monsieur Voltaire. In Deutsch wieder. Also in der Tat, wir hatten früher Einwanderungswellen. Ich rede jetzt gar nicht über diese sogenannten Gastarbeiter, sondern wie Sie eben schon richtig gesagt haben, es kamen Polen, es kamen Russen, deutschstämmige, also sogenannte Russlanddeutsche. Da gab es übrigens auch ein Verfahren, wie die eingebürgert wurden und wie die integriert wurden. Das hat so ein bisschen auch als Beispiel dafür gedient, wie wir es jetzt mit den Flüchtlingen machen. Es waren vor 20 Jahren die Balkanflüchtlinge, von denen rund die Hälfte in Deutschland geblieben ist, die andere Hälfte ging zurück, Tamilen. Wir hatten die Boat People. Also was wir gelernt haben, ist, dass wir uns direkt um die Menschen kümmern und nicht warten, sondern die Kommunen, gerade die Städte, die haben und die Kommunen haben das aufgegriffen und haben versucht, die Leute möglichst schnell auch mit Hilfe der Zivilbevölkerung zu integrieren, Sprachkurse, Integrationskurse, Schule, Wohnung. Viel wichtiger ist mir nochmal die Frage jetzt nach den Kosten, die Sie gestellt haben. Ja, es ist teuer. Jeder Flüchtling, also die Bundesregierung zahlt jeder Kommune etwa 750 € pro Monat pro Flüchtling an Kosten und damit müssen wir sie integrieren und entsprechend dann versorgen. Das ist in so Städten wie Köln nicht zu halten. Da muss die Stadt Köln noch ein bisschen mehr drauflegen, weil die Wohnungen teuer sind, weil teilweise auch die Ansprüche der Kölnerinnen und Kölner, was eine soziale Begleitung anbetrifft, vielleicht etwas höher sind, als das auf dem Land ist. Also wir sind auch da durchaus im Austausch mit der Zivilbevölkerung. Aber wir sehen das eigentlich mehr als Investition. Wir treffen auf größtenteils, es sind viele Traumatisierte dabei, das muss man sagen, viele traumatisierte Menschen, aber wir treffen in der Regel auf hochmotivierte Leute. Ich würde Ihnen empfehlen, wenn Sie die Gelegenheit hätten, gehen Sie mal in eine sogenannte Vorbereitungsklasse in eine Schule.
So wie die Kinder da lernen wollen und arbeiten, das würde ich mir manchmal von den deutschen Schülern wünschen, dass sie so motiviert in die Schule gehen. Es kommt vielleicht der Umstand dazu, dass wir in Deutschland, es gibt im Südwesten und in Bayern, gibt es Gegenden mit 0,7% Arbeitslosigkeit. Das ist gar nichts. Da werden händeringend Leute gesucht. Gestern hat mir noch jemand auf einem Treffen gesagt, wenn bei uns ein Bewerber seinen Namen, sein Geburtsdatum richtig schreiben kann, dann hat er schon fast einen Ausbildungsplatz bei uns. Sowas gibt es. Wir haben auch andere Ecken in Deutschland, da sieht es nicht so gut aus, aber im Großen und Ganzen ist die wirtschaftliche Entwicklung gut. Ich will ein Beispiel nennen, wie wir das angegangen sind. Die Universität Potsdam hat sich gesagt, von den Menschen, die aus Syrien kommen, müssen auch viele Lehrer dabei sein. Dann haben sie gesagt, okay, wir schreiben mal 40 Universitätsplätze aus, um Lehrer zu deutschen Lehrern auszubilden. Es haben sich über 700 Syrer beworben, die in Syrien Lehrer waren. Wir haben einen enormen Lehrermangel, vor allen Dingen bei diesen sogenannten MINT-Fächern, also Mathematik, Naturwissenschaften, Informationstechnologie. Die hat man jetzt ausgebildet. Innerhalb von 1-2 Jahren sind die mittlerweile so weit, dass sie das C1-Niveau haben. Das hat mancher Deutscher nicht, ne, wenn man ihn reden hört. Und dann auch in die Schulen gehen können. Also ich will sagen, es ist durchaus auch, sagen wir mal, bei vielen die Bereitschaft da, sich auch dann in die Gesellschaft zu integrieren. Und die Menschen können wir auch gut brauchen. Und letzter Punkt, war die Frage hier vorne, wie können wir da zusammenarbeiten? Ja, es gibt den Deutsch-Französischen Integrationsrat, der muss jetzt arbeiten. Wir fordern als Kommunen, dass die kommunale Ebene da stärker mit beteiligt wird. Wir kennen die Leute, Sie kennen die Leute auch. Hier in Frankreich, das ist das Gleiche. Ne? Nur, dass hier nicht so viele Flüchtlinge sind wie bei uns in Deutschland. Aber ich sag mal, die Mechanismen sind die gleichen, die hier ablaufen bei der Integration. Und wichtig ist doch für uns, dass wir die Menschen für Europa und für unsere Werte begeistern. Damit da aus den Flüchtlingen auch mal gute Europäer werden. Und ich glaube, wenn wir uns da gegenseitig helfen, ist das vielleicht eine gute Investition für die nächste Flüchtlingswelle, die bestimmt irgendwann kommen wird. Wir waren von keiner, weder vom Balkan noch die Russlanddeutschen, die heute noch den Putin lieber mögen als Frau Merkel und trotzdem bei uns sind, ne, weil es halt bei uns sich so gut Geld verdienen lässt. Ne, toll fanden wir das nie, aber die kommen und wir müssen uns mit den Menschen auseinandersetzen und die sind da und die lernen Deutsch und die nächste oder übernächste Generation, die sind Deutsche und da müssen wir direkt vorne anfangen. Das ist mir ganz wichtig und da gehört auch ein bisschen europäische Solidarität dazu, weil irgendwann trifft es andere auch. Ne? Polen hat viele aus der Ukraine jetzt aufnehmen müssen, die von da geflüchtet sind. Und da brauchen wir einfach mehr Solidarität. Dankeschön. Non, je voudrais simplement revenir sur le coût, parce que je suis absolument pas angélique dessus. Oui, c'est un coût, c'est évident. Mais rapprocher ça du niveau de la dette française, c'est un peu facile. Il y a plein d'autres solutions. Non, mais il y a eu, il n'y a pas longtemps, les Paradise Papers, il y a eu la dette fiscale d'Apple hier. Non, mais voilà, il y a plein d'autres moyens de résorber notre dette en France que de mettre en cause l'accueil des réfugiés. Enfin, et c'est de l'accueil de personnes humaines. Est-ce que l'humanité a un coût ? Non, mais vraiment, est-ce que l'humanité a un coût ? Aujourd'hui, moi, je regrette que l'OMC ait plus de pouvoir pour faire respecter les droits du commerce que n'importe quel institut pour faire respecter les droits humains. C'est quand même, on vit le monde à l'envers quand même aujourd'hui. Donc je pense qu'on a largement les moyens d'accueillir dignement les gens qui sont sur notre sol et puis après de les accompagner avec un minimum de dignité. Voilà ce que je voulais dire. Pour terminer dessus, parce que l'inaction a un coût énorme. L'inaction a un coût énorme. Merci à tous les quatre. Merci à vous de votre attention et de votre patience. Je crois qu'on a appris pas mal d'informations au cours de cette discussion, aussi matière à débat et aussi peut-être pour certains d'entre nous des incitations à s'engager. Et je vous remercie. Je vous rappelle qu'il y a le livre d'Élise Vincent, La Vague, qui est en
en vente, bien sûr, à la sortie. Et je voudrais aussi remercier notre interprète qui a permis à Monsieur Wolter de parler et qui nous a permis de bien comprendre son intervention qui nous a vraiment apporté beaucoup sur ce qui se fait en Allemagne pour les réfugiés et les migrants. Merci beaucoup. Et merci pour la traduction. Hein.